I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à tous mes chers amis et bienvenue dans ce 16e épisode de TCS, alias Train Chalumeau Sécateur. Non attendez, The Cinema Show, je confonds toujours les deux. The Cinema Show, donc votre rendez-vous 100% cinéma sur Radio Campus Montpellier et sur Twitch.tv. Troisième émission 2026, avec bien sûr le retour de votre Stéphanois préféré à l'animation. Et mon équipe et moi-même sommes prêts à débattre de l'actu ciné de la semaine. Et je manque à tous mes devoirs si je ne vous présente pas mon équipe. Ils sont au nombre de 4 cette semaine. Ils se prénomment Tinky Winky, Gypsy, Lala et Po. Non, ça c'est le nom des Teletubbies, rien à voir. Voici plutôt le casting 5 étoiles de ce 16e épisode. On commence d'ailleurs cette semaine par une nouvelle chroniqueuse que je n'avais jamais vue qui s'appelle Oksana. Ah ouais, pardon, excuse-moi, je t'avais pas reconnu. Oh waouh, ça fait si longtemps que je suis pas venue, ça fait mal. C'est ça. Mais attends, faut dire qu'à côté de l'émission, on peut te voir au théâtre, dans des courts-métrages, tu fais de la photo, tu couvres pour nous des festivals de cinéma. Wow. Tu me sauces là? Je me pose une question te concernant. Où trouves-tu toute cette énergie? Ah ouais, ouais. Je sais même pas quoi répondre là. T'aurais pu me poser aussi le truc. Est-ce que ça va vous? Oui. Bah du coup ça va? Est-ce que ça va vous, oui. Hugo? Bah moi ça va. Ça va? Ça va. Ça va. Ok, bah nickel. Bah moi aussi ça va. Et bah nickel. On poursuit avec une chroniqueuse multitasking aussi bien efficace ici en plateau qu'en régie à la vidéo et qui a également le temps de voir Moult Film chaque semaine. C'est Solène. Alors pour toi aussi j'ai une question très personnalisée. Où trouves-tu toute cette énergie? Je vais très bien, merci pour cette présentation. Bah de rien. Hugo. On poursuit avec celle qui est là presque toutes les semaines mais qui arrive également à suivre ses cours de philo, à voir tous les films de la semaine en un temps record, à faire les news et aussi à m'envoyer 15 000 vidéos sur Charlie Kirk par jour. Naomi, question encore une fois très perso, où trouves-tu toute cette énergie? Écoute, déjà je vais démystifier quelque chose, c'est toi qui m'envoies 15 000 vidéos de Charlie Kirk par jour. Ah ouais, bah je confonds. Vraiment c'est toi. Ouais. Et voilà, c'est là que je trouve toute cette énergie en fait. Ok, nickel. Et vous l'aurez remarqué, c'est peut-être la seule fois de l'année où il y aura plus de femmes que d'hommes sur le plateau. Alors déjà, je m'engage à pas faire de blagues misogynes pendant l'émission, donc on va y aller pour cette réunion Tupperware. Et aussi pour terminer cette pour terminer cette belle brochette de chroniqueurs, quoi de mieux que de faire venir le membre de l'équipe le plus misogyne. Mais c'est aussi quelqu'un qui a également de temps de gérer de cette émission, de voir 40 000 films par an, de faire un documentaire, de sillonner la France avec. Alors vraiment Simon, où trouves-tu toute cette énergie? Bah dans la misogynie. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Bonne réponse. À la technique, on retrouve Mick, Keith, Ronnie et Charlie. Pas du tout, ça c'est les Rolling Stones. On retrouve Yanis et Emma au son, ainsi que Luc AV et Hugo P2 à la vidéo. Pour nos débats de la semaine, 3 films au programme. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts de Nia d'Acosta, L'affaire Boyarski de Jean-Paul Salomé et Palestine 36 d'Anne-Marie Jassir. Après cela, nous classerons les sorties de la semaine avec nos tops avant d'enchaîner avec une carte blanche où nous débattrons de l'avenir du film de zombies et on poursuivra avec le quiz de Simon avant de vous donner nos petites recos finales. Alors disclaimer, je pense que vous l'avez compris, mais ce mois de janvier s'avère plutôt long donc je suis fatigué. Donc il n'est pas impossible que je fasse des erreurs pendant l'émission, voire que je m'endorme en direct, hein, vous m'en excuserez. Ah pardon, on enchaîne. Allez, trêve de mondanité. Quel jeu d'acteur. J'adore. Trêve de mondanité, je me tourne plutôt vers Léa Salam... Merde, vers Naomi pour ouvrir les débats de la semaine. Non, les news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. On commence le mercato de la semaine avec des nouvelles concernant le prochain Exorciste. Il nous a ébloui en salle avec sa merveilleuse adaptation de Life of Chuck l'année dernière. Il nous a fait frissonner avec ses séries sur Netflix. Mike Flanagan refuse d'abandonner son amour pour le cinéma d'horreur en s'attaquant maintenant à L'Exorciste. Réalisateur du prochain reboot, il nous avait déjà annoncé la présence de Scarlett Johansson au casting. Mais nous n'avions plus aucune nouvelle depuis un bon moment et a raison car sa date de sortie a été repoussée. Il ne fait aucun doute que pour nous...
excusez-moi. Il ne fait aucun doute que nous allons être gâtés par le cinéma d'horreur en 2027 avec le retour de Paranormal Activity, Conjuring et Sans un bruit. Mais maintenant, c'est l'exorcisme de Mike Flanagan qui s'ajoute à la liste pour notre plus grand plaisir. Nous pouvons donc nous consoler du report de la date de sortie originellement prévue en mars 2026 par une vraie date de sortie fixée au 12 mars 2027 pour les US. Vous n'avez pas eu votre dose de frisson à l'annonce de tous ces films d'horreur, pas de problème, je suis là pour vous servir puisque nous allons maintenant parler du documentaire de Melania Trump. Depuis l'annonce du documentaire sur la première dame des États-Unis, financé à hauteur de 40 millions de dollars par Amazon, les stations de métro américaines sont placardées d'affiches avec la tête de Madame Trump. Alors que la première diffusion est prévue pour le 30 janvier et que tout le monde s'agite à la Maison-Blanche, la vente de tickets, elle, ne s'agite pas autant. Les rapports expliquent que les salles à New York et même dans les villes favorables à Trump rencontrent de grandes difficultés à vendre des places. Apparemment, même pour les supporters de Trump, payer $25 pour voir un documentaire sur Melania, c'est beaucoup trop. Clôturons ce mercato avec le rayonnement de la culture française à l'international. A24 a récemment annoncé la production d'une adaptation d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, Le Masque de la Mort Rouge. Cette adaptation sera réalisée par Charlie Pollinger, qui a signé son premier long métrage l'année dernière avec The Plague. Là où la France vient y ajouter son grain de sel, c'est avec l'annonce de l'intégration de Léa Seydoux au casting, connue pour son rôle dans Spectre, Mourir peut attendre et La vie d'Adèle. Elle donnera la réplique à Mikey Madison, jeune oscarisée pour son rôle dans Anora. Peu d'informations sont relayées pour l'instant concernant cette adaptation, mais notons tout de même que c'était Sydney Sweeney qui devait assurer le rôle de Madison, avant de se faire remplacer en raison de soi-disant problèmes d'agenda. Peut-être n'a-t-elle pas de si bons jeans. Que pensez-vous de ces nouvelles ? J'ai bien aimé ta phrase de fin. Mais t'as dit le mot agenda, et je trouve ça marrant parce que c'est aussi peut-être des problèmes d'agenda politique. Oui, je pense que là-dedans on peut aller creuser. Je sais pas, moi les projets ils m'emballent pas des masses là. Alors The Plague est pas encore sorti en France, mais Lucas m'avait dit Lucas l'avait vu à Cannes et il m'avait dit que c'était trop bien, donc j'ai un peu confiance. Et puis en plus, alors autant Léa Seydoux je m'en fous, mais Mikey Madison je suis content de la revoir après Anora, donc hâte de voir. Ouais, mais par contre je veux bien mansplainer l'émission vu qu'on est qu'entre filles, voilà. Mais c'est pour parler d'une femme, donc finalement ça s'équilibre pas. Donc, voilà. Sur une femme qui se barre. Voilà, sur une femme qui se barre quand même. Juste un petit mot sur Kathleen Kennedy aussi, qui était à la tête de LucasArts et Lucasfilm, pardon, et qui quitte son poste et qui est remplacé notamment par Dave Filoni maintenant. Bon, c'était quand même une dame hyper importante pour les Star Wars et les Indiana Jones aussi, mais et pour même les Star Wars, avant d'être arrivée à la tête de Lucasfilm, c'était déjà une grosse productrice. Elle était déjà hyper présente, et donc à voir ce que ça va donner maintenant la suite des Star Wars, surtout que Dave Filoni c'est pas celui qui a fait les meilleures choses depuis que Disney a racheté Star Wars, donc ça promet même avant, pas trop. C'est lui qui a fait la série Clone Wars en 3D. Qui est moins bien que la série Clone Wars en 2D. Donc ouais, et puis Clash Andor aussi. En interne, en fait, il est pas très fan de Andor, et c'est le meilleur truc que Disney a fait sur Star Wars, donc bon, voilà. Ok. On poursuit ces news avec une réponse de Netflix à la Paramount. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la semaine dernière, je vous avais promis des nouvelles sur la saga Warner Brosienne. Eh bien, nos experts envoyés sur le terrain et nos correspondants à Los Angeles nous ont fait parvenir des informations fraîches et croustillantes concernant l'éternel combat juridique, oserais-je même dire combat de coq. Mesdames et messieurs, accrochez votre ceinture et embarquez avec moi dans le nouvel épisode de la saga. Mais qui va donc racheter Warner Bros ? Souvenez-vous, dans le dernier volet, la Paramount saisissait la justice contre la Warner, accusée de cacher certaines informations à leurs actionnaires pour influencer leur vote en faveur de la proposition de Netflix. Pensez-vous une seconde que Netflix allait en rester là sans rien faire ? Ne doutez pas ainsi de Netflix Sama. Pour contrer l'offre de la Paramount, Netflix modifie la sienne désormais entièrement en cash pour égaler celle de son concurrent, car jusqu'ici, l'offre du gérant du streaming était un mélange entre cash et action. Maintenant que les offres se valent en nature, Netflix Sama contre-attaque les accusations et craintes délibérément nourries par la Paramount concernant les diffusions en salle. L'industrie et les réalisateurs craignent que Netflix, en rachetant la Warner, réduise la fenêtre de diffusion en salle pour alimenter son catalogue. Ted Sarandos-san nie tout ça dans une interview accordée au New York Times en affirmant que Netflix compte arriver sur le terrain du cinéma traditionnel pour jouer dans la cour des grands et non pas pour le réduire à néant. Il veut gagner la compète des démarrages de films et celle du box-office. Il me semble important pour autant de rappeler que si le rachat de la Warner par Netflix ne semble pas une bonne conclusion, le rachat par la Paramount le serait encore moins puisque
son président est un proche de Trump qui il aurait la main sur les chaînes TV telles que CNN et Discovery. Que pensez-vous de la réponse de Netflix ? Ils ont mis leur temps quand même pour formuler une réponse un peu forte, et là ils y vont pas de main morte, puisque tu l'as dit, il y a à la fois cette offre en cash et aussi l'interview dans le New York Times, pour faire du lobbying de toutes parts. Après, j'ai l'impression que de toute façon, Warner a déjà fait son choix. Paramount, ils essayent de trouver par tous les moyens de faire capoter le deal, mais c'est plutôt Netflix qui est devant. En fait, le seul truc qui pourrait le faire capoter, finalement, est-ce que c'est pas le truc de la loi monopole ? D'autant plus que Netflix, en plus de ça, ont sorti des chiffres sur son année qui vient de s'écouler, et ils ont gagné plus de 8% d'abonnés en plus sur le monde. Ils sont passés de 308 à 325 millions ou un truc comme ça. Il faut que je revérifie mes chiffres, mais en tout cas il y a eu une grosse augmentation, donc ils peuvent appuyer aussi là-dessus. Et comme il le dit Ted Sarandos dans son interview, il fait style que les salles de cinéma lui importent pour essayer de calmer un petit peu les exploitants de salles. Bon, est-ce que ça va vraiment les rassurer ? Je sais pas. Je sais pas, ouais. Oui, ce qu'il nous faudrait maintenant, en fait, je pense, dans l'émission, c'est un générique de telenovela sur Warner Bros. Discovery. Clairement. Mais je vous en supplie, j'en veux un. Vraiment, juste à chaque fois, comme ça, quand on en parle, on le met. Parce que vraiment, c'est une saga maintenant. Oui, c'est vraiment un feuilleton. Puis ils s'embrouillent, c'est la vie des cœurs brisés. Non, un mais peu, c'est une petite fanfiction, en fait, entre les deux, je pense. Un petit enemies to lover, moi, je le vois bien. Mais tu peux t'exercer à ça, Naomi, si tu veux faire un jingle, il n'y a pas de souci. Oui, si j'ai le temps, ouais. Ouais, si j'ai le temps. Ouais, c'est 325 millions d'abonnés, du coup, Netflix, maintenant. Ok, bon. On termine ces news avec un coup dur pour l'industrie du cinéma français. Bon, c'est pas la première fois qu'on en parle dans The Cinema Show, mais le CNN, n'importe quoi. Le CNC, j'étais encore sur la news avant, s'est encore pris un coup dans la tête, et le porteur de ce coup n'est personne d'autre que l'Assemblée générale. Ce jeudi 15 janvier, l'Assemblée vote un amendement au projet de loi de finances pour 2026 porté par Ensemble la République et le Rassemblement national qui diminue de 34 millions d'euros la taxe sur les services de télévision perçue par le CNC. Le montant total de cette taxe s'est élevé à 260 millions d'euros en 2025. C'est donc 34 millions d'euros de financement que l'on ampute à la création audiovisuelle française. Cet amendement est là pour corriger la différence d'abattement entre les chaînes hertziennes sans publicité qui touchaient 30 millions et celles avec publicité qui touchaient 10 millions. Ce vote donne un colossal coup de pouce à M6 qui recevrait bien plus que ce que lui donnait le CNC. Et pour TF1, aucune différence, mais pour France Télévisions, la perte s'élève à 10 millions d'euros. Évidemment, l'association des chaînes privées s'en est mêlée en apportant son soutien au vote de cet amendement. Elle estime cette mesure essentielle à leur visibilité et leur capacité à investir dans la création. Cet amendement permettrait, selon l'association, aux chaînes privées de participer au financement de la création audiovisuelle et garantir la diversité et la qualité du paysage audiovisuel. De son côté, le président du CNC partageait le constat de l'asymétrie concurrentielle que subissent les chaînes face au marché de la publicité digitale, mais c'est bien l'association des réalisateurs de films, l'Union des producteurs de cinéma et les cinéastes de l'ARP qui clament leur désaccord, jugeant cet amendement problématique et scandaleux. Selon vous, cet amendement est-il un danger pour le paysage audiovisuel ? Les filles, non. Non, vas-y. Ça va être toi, c'est news. J'y vais. Déjà, bravo, parce que tu as expliqué ce truc qui est hyper C'était galère. C'était un enfer à comprendre. Expliquer, ouais. On me l'a déjà expliqué hier et j'avais pas tout compris alors que j'avais déjà lu des articles, et là tu l'as fait avec de très bonne qualité, donc déjà bravo. Waouh, un compliment, merci. C'est mon dernier de la soirée pour toi. Yes. Non mais ouais, c'est catastrophique, mais en même temps, est-ce que on n'est pas, ça fait pas quelques années que on est dans ce sens-là de l'histoire ? Ouais, on n'est pas surpris. Là, tu parles de 10 millions aussi de pertes pour France Télévisions, mais même je crois qu'ils ont révisé le truc et tout avec le budget, là, le 49.3 en plus. Voilà. Là, on parle de cinéma, mais en plus, ces problèmes-là, ils se répercutent sur plein d'autres secteurs. Sur ma CAF. Sur ta CAF, par exemple. Et je crois que c'est 100 millions d'euros aussi que France Télévisions va perdre, ce qui est vraiment colossal en budget, donc c'est une dinguerie. Et comme de par hasard, c'est les chaînes
privé comme M6 qui a fait du lobbying. Ouais, alors, c'est ça, il parlait vraiment d'un lobbying ultra à l'Assemblée fort, nationale, ouais. De la part de M6 sur les députés ensemble et du Rassemblement national évidemment, mais vraiment du lobbying de zinzin. Ouais, et ils se défendent eux en disant que mais non, il n'y a pas eu de lobbying, tout ça. Mais oui, comme d'habitude. Quand même, si ça sort, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, hein, comme on dit. C'est ça. Mais ouais, c'est de la merde. C'est de la merde. Oui, je pense que t'as bien résumé l'essentiel. Eh ben écoute, merci Naomi pour ces débats de la semaine. C'est désormais l'heure d'ouvrir les news. Non, l'inverse. Bref, tout de suite, les débats. Pour rappel, nous débattrons de 3 films ce soir: Father, Mother, Sister, Brother, Les Échos du passé et Ma Frère. Et en décalage. C'était le programme de la semaine dernière. Après, on peut le faire, mais moi, j'ai pas vu les films. Ouais, moi non plus. Je peux vous reparler du traumatisme. Hein, non, ok, d'accord. Non. Cette semaine, on va parler plutôt de l'affaire Boyarsky, de Palestine 36 et de 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Et on va commencer par ce dernier. 6 mois après le précédent opus, la saga d'Infecté signée Danny Boyle et Alex Garland est de retour avec le Temple des Morts. Boyle a laissé sa place à l'Americani à D'Acosta à la réalisation. Alors, est-ce que cette suite est à la hauteur et surtout, est-ce que les alphas ont toujours des tubs aussi énormes? Réponse après la bande-annonce. Are you ready? Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. In fact, it may not even exist at all. Oh, what is this I cannot see? Oh, I am deaf, none can excel. Many of the things we take for granted will one day pass away completely. I open the door of heaven and hell. When that time comes, men will no longer communicate. We may have diseases and barbarism. The whole world will cease to make any sense. I open the door of heaven and hell. Look at the incredible changes we've experienced and survived. And yet even greater changes are still to come. Are you ready? My soul shall scream in hell. Le docteur Kelson noue une relation aussi troublante qu'inattendue dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser le monde. De l'autre côté, la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal tourne au cauchemar. On retrouve Ralph Fiennes au casting dans le rôle du docteur Ian Kelson, Jack O'Connell dans le rôle de Sir Jimmy Crystal, Alfie Williams dans le rôle de Spike et Chi Louis Parry dans le rôle de l'Alpha Samson, ainsi qu'aussi Erin Kellyman, Ghazi Al-Rufai, Connor Newell, Emma Laird, Maura Bird, Robert Rhodes et Sam Locke dans le rôle des Jimmys. Simon, qu'est-ce que en quelques mots ton avis sur 28 ans plus tard le précédent? Bah tu lis dans mes pensées, j'allais commencer là-dessus. Il m'avait légèrement déçu quand même le film de Danny Boyle. Je trouvais qu'il pêchait vraiment un peu en longueur et puis il tentait vraiment trop de choses plastiquement mais qui fonctionnaient pas. Donc ça m'avait laissé un peu de marbre. Et là, même si tout n'est pas parfait, je trouve que Nia DaCosta arrive à se dépêtrer assez bien de tout ce qui avait été mis en place avant pour le continuer, pour le prolonger, mais pour pas non plus briser tout ce qui avait été mis en place, même si parfois c'est très bien de briser ce qui avait été mis en place avant. Coucou Ryan Johnson avec Les Derniers Jedi qui est génial par rapport au Star Wars 7. C'est le meilleur Star Wars. Voilà. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Les performances d'acteurs, elles sont cool. Ralph Fiennes, il nous attrape vraiment dans le film. La mise en parallèle aussi des deux récits
aussi, donc on suit à la fois le personnage de Ian Kelson qui s'occupe d'un zombie et donc le personnage principal du premier, là, le petit Spike qui se fait enrôler dans une secte, celle des Jimmy, où il y a toujours Jack O'Connell, c'est ça, Jack O'Connell qui fait des rôles de secte en fait. Dans Sinners, c'était déjà le même au final. Et tu vois, moi je l'avais découvert dans le biopic sur Amy Winehouse et je me disais putain, il est pas très bon, et je regrette mes propos à l'époque du biopic sur Amy Winehouse. Tu trouves qu'il est pas très bon là? Dans le biopic sur Amy Winehouse. Mais non, là je trouve mais que ce moi, soit je trouve qu'il incarne bien mais que ça soit Sinners ou 28 ans plus tard, je trouve que les rôles de taré lui vont à merveille. C'est un super acteur, il joue dans la série God bless, je sais plus comment ça s'appelle. Godless. Et il est excellent dans cette série, pardon. Ça m'a Et d'ailleurs, il sera aussi dans le prochain Danny Boyle qui sort cette année, parce qu'il a eu le temps de redemander un truc. Ok. En parlant de trucs futurs, j'espère qu'il y aura un 3e épisode quand même, parce que. Ça a été validé en décembre. Ouais, mais vu le succès du film. Bah ouais, on sait pas. Qui est pas dingue, j'ai peur qu'il n'y ait pas de suite, puisque les indices laissés, ils parsèment plusieurs fois des potentiels personnages qui pourraient revenir, et puis aussi le climax sans en dire trop, la scène finale plutôt, qui tease quand même quelque chose. T'as envie de voir une suite, d'autant plus que je trouve que ça va crescendo, même si ça sera le retour de Danny Boyle à la réalisation. Alors est-ce qu'il voudra retourner... Je crois que ça n'a pas été confirmé pour l'instant. Lui, il avait dit qu'il ferait le 3e épisode. C'est ce qu'il avait dit à l'époque de 28 ans plus tard, premier du nom. Ouais. Mais la raison pour laquelle le 3 était validé si vite aussi, c'est parce que les retours sur le 2 étaient dithyrambiques dans les projections test. Donc c'est sûr. Donc même malgré les résultats. A priori, Sony a greenlit, donc l'écriture a été lancée. Mais du coup, Danny Boyle n'avait pas été confirmé encore. Peut-être Alex Garland, il va réaliser lui-même. Moi, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait Alex Garland à la réal sur la suite de la saga. De toute façon, on sent finalement que c'est lui qui pilote tout. Et dans les thématiques, il y a beaucoup de choses qui sont... Il aime bien traiter du road movie, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'il y a ici, qu'il y avait dans Civil War. Non, j'ai trouvé ça cool, mais je sais pas ce qu'en ont pensé mes camarades. Oui, prenons un peu la parole. Moi, franchement, j'avais vu aucun des films avant. Donc vraiment, je ne m'attendais à rien. J'avais même pas regardé la bande-annonce. Et en fait, je l'ai trouvé sympa. J'ai même un peu rigolé à certains moments. Et je trouve que ce genre de film, en fait, c'est... Dès les premières minutes, on sait à quoi s'attendre, sans spoil, mais il y a de la violence à l'écran. Et je sais pas si trop fan. Ah ouais, je sais tout. pas. Non, on sait pas tout, mais je veux dire, moi qui, tu vois, avait rien vu et qui m'attendait un peu à rien, forcément, quand je le vois, l'alpha, être hyper violent et tout, j'étais là, ok. Après, c'est le plus violent de la saga, honnêtement. C'est vrai. Ouais. Ok. Et c'est le mieux ou les autres sont à voir aussi? Pour l'instant, c'est mon préféré perso, mais il y a que 28 semaines que j'ai pas vu. Moi, je trouve que ça atteint pas le niveau de 28 jours plus tard, mais qui était vraiment révolutionnaire aussi sur les zombies. Peut-être qu'aujourd'hui, il marche moins bien aussi. Alors, pour l'avoir vu, il y a vraiment 3 jours, ça a extrêmement mal vieilli. C'est assez terrible. Ouais, non, c'est pas que ça a mal vieilli. Je trouve pas qu'il est mal vieilli. Je trouve que c'est juste... Tout le monde a tellement repompé en fait sur le film que t'as l'impression de l'avoir vu 1000 fois mais en fait, alors que c'était lui le premier à l'avoir fait, tu vois. C'est pas le scénario ou quoi que ce soit, le scénario il fonctionne vraiment encore très bien, c'est l'image et le grain de l'image et la façon dont il a filmé, sincèrement c'est un peu boulimique, hein. à la fin t'as un peu envie de vomir. C'est Danny Boyle, hein. Ouais, c'est vraiment c'est un peu, c'est fatigant, mais ça reste un bon film. Là pour le coup moi j'ai pas trouvé que c'était le cas et franchement j'ai pas vu la séance passer, j'étais très contente d'avoir vu ce film, mais par contre c'est vrai que c'était surprenant à certains moments et certaines scènes m'ont assez fait rire et peur aussi, hein, mais les ruptures de ton comme ça, c'est très propice aussi au scénario de Garland. Déjà de base, je trouve, où il y a des moments où il saute quand même complètement. Il y a une scène, effectivement, lunaire avec Ralph Fiennes sur la fin. Waouh. Mais d'ailleurs, ce climax est hyper intéressant parce qu'il est, au final, il est assez anti-spectaculaire. Oui. Ouais, il n'y a pas de grosses séquences d'action, même s'il y a ce passage qui fait office de scène d'action au final. Oui. Mais c'est assez rafraîchissant dans le paysage hollywoodien de voir une scène comme ça. Ouais, carrément. Non, du coup, ça me donne juste envie de me renseigner et de regarder les autres. Mais regarde-les, t'aimes bien les films de zombies? Ouais, franchement, ouais. Regarde les classiques, hein. C'est des classiques. Moi, j'adore 28 semaines plus tard aussi. Il y a un super casting d'ailleurs. Ok. Honnêtement, vous avez plutôt bien résumé. Moi aussi, j'avais pas forcément vu les autres, mais ce qui est cool, c'est qu'effectivement, tu peux prendre le train en marche et en fait, tu comprends ce que tu as besoin de comprendre. Comme l'alpha.
Ouais. Oh waouh, très subtil. Non, parce qu'il prend le train dans le film. Ouais, oui, waouh. Ah oui, voilà, parce que j'avais compris que t'avais pas compris. Ouais, merci de m'avoir sauvé. Ou t'aurais pu le laisser dans la galère, mais bon, bref. Solène avait capté. Je l'avais. Non, Désolée. En vrai, c'est un bon film où en vrai l'humour est vraiment bien dosé. Je trouve que c'est pile ce qu'il faut. Même les acteurs, ils sont pile au bon endroit. Il y a un très bon équilibre au niveau du scénario et entre la violence, l'humour et le côté hyper moderne pour un film de zombies justement. Mais en fait, à la fin du truc, tu fais ouais, en vrai, c'était un peu marrant, mais sans plus quoi. Enfin, je trouve je trouve que ça m'a pas eu en fait. Il y a pas de grosse scène qui m'a marqué, où il y a pas un truc. Alors peut-être parce que j'ai pas vu les autres avant, mais il y a pas un truc où je me dis pétard, je vais rester avec ça dans l'histoire, ou alors je vais y penser plus tard. Je suis sûre dans un mois j'ai oublié 3/4 du film et c'est terrible. Mais c'est quand même un film qui traite aussi de la croyance et qui le fait plutôt habilement bien, tu vois, et du mensonge. J'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a plein d'autres éléments, mais je me le garde aussi un petit peu pour la carte blanche, que j'ai trouvé très rafraîchissant. Sur les symboles aussi du monde d'avant qui sont gardés alors qu'ils sont vidés de leur substance. Qui avait déjà aussi dans le précédent épisode. Avec le portrait de la reine d'Angleterre qui est accroché à un moment dans le décor. Ah waouh. Mais donc c'est des films qui quand même, ça se voit que c'est pas que des simples blockbusters. D'ailleurs c'est pas des films qui coûtent non plus hyper cher. Et je pense que c'est aussi le côté britannique, même si Nia DaCosta elle est américaine, mais qui fait que il y a ce truc de genre non, on va pas être complètement que dans les explosions et le sang qui gicle et tout, même si il y a un peu de ça par moment. Et effectivement, la scène qui est très violente, des chemises. Ça peut en laisser plus d'un sur le carreau. C'était pas ça, c'était quand on voit l'alpha chasser là. Et juste ça c'est violent aussi. Et j'ai une pote qui m'a dit en réalité ça avait déjà été fait dans les précédents films, donc du coup ça l'a pas forcément choqué. Moi c'est vrai que du coup qu'il n'y en avait vu aucun, j'étais là wow. Ok. Et dans celui-là, pour répondre en plus à Lucas qui en fait référence dans le chat, on voit encore plus sa bite. Oui. C'est vrai que c'est très parce qu'il est beaucoup plus présent dans l'intrigue. C'est pour ça. C'est pour ça. Parce mais c'est une prothèse. Comme il avait dit à l'époque de l'émission il y a 6 mois. Belle bite. Ouais, belle bite. Non, mais aussi tu parlais des symboles qui sont représentés dans le film. Il y a moi qui y en a un qui J'aime bien parce que t'es passé de la bite à symbole. On peut faire des connexions. Où vas-tu, Hugo? Non, parce qu'en fait, on parlait des Jimmies. Moi, il y a un truc, en fait, du coup, je vous ai expliqué un truc sur les Jimmies. C'est que, en gros, ils sont habillés comme un présentateur américain qui s'appelle Jimmy Savile, qui était en fait hyper connu à l'époque, et c'était un espèce de bienfaiteur, un peu l'équivalent de l'abbé Pierre aujourd'hui. Et sauf qu'en fait, 1 an après sa mort, on a découvert que c'était peut-être le pire prédateur sexuel de l'histoire du Royaume-Uni. Wow. Et je trouve le symbole hyper fort du personnage de Jack O'Connell qui pervertit complètement un symbole. Pareil, il fait pareil avec les Teletubbies aussi à un moment. Les Teletubbies, c'était des prédateurs sexuels aussi. Je crois aussi. Ils l'enfermaient dans leur télé. C'est pour ça qu'ils réussissent. C'était connu. Non, mais par contre, c'est vrai que sur le scénario, quoi qu'on en dise, c'est assez intelligent et il l'a fait plutôt finement. Je te rejoins là-dessus sur Simon du coup, parce que même dans le scénario, il y a plein de moments où on voit qu'il y a le choix d'énormes twists en vrai où le scénario aurait pu partir dans d'autres directions. Et c'est hyper surprenant parce que du coup tu sens le choix et tu sens un peu la petite latence de en fait tout peut arriver, et ça fait vraiment plaisir de se dire que tu as l'impression que tes personnages dans le film ils vivent vraiment et que rien n'est full prévu, alors que absolument que si. Et même c'est ça aussi qui est un poil frustrant je trouve dans le film, c'est qu'il y a des moments où tu es là genre pétard, cette arche là j'aurais bien voulu la voir, ou j'ai suis bien curieuse de savoir comment ça se passe ça aussi, et il y a des trucs qui sont un peu forcément pas abandonnés mais qui n'ont pas été choisis à développer, et c'est ça que je trouve ça un peu dommage, parce que du coup t'arrives au film, c'était un peu marrant, il y avait des bons sujets amorcés, il y avait des bons choix, mais il y a un truc qui me manque. Et mais ce que tu soulèves là, c'est assez juste, je suis aussi d'accord, ce rythme un peu qui est un peu bâtard et vient de là, je pense aussi. Même si c'est mieux maîtrisé que dans le précédent où là il y avait vraiment. Mais la moindre scène la plus calme était filmée de manière ultra. Ouais, et c'était chiant quoi. C'était chiant. Là, c'était un peu mieux. Et on donne un peu de réponse aussi à plein d'éléments avancés, comme par exemple le zombie principal, l'alpha avec sa grosse bite, Samson, qui est super bien exploité et qui, là, je trouve, renouvelle un petit peu le zombie. Ils exploitent un truc qu'on voit pas trop aussi, c'est le point de vue en fait du zombie. C'est même une question qu'ils posent, on l'entend dans la bande-annonce. Qu'est-ce qu'ils voient les infectés quand ils attaquent? Pourquoi est-ce qu'ils attaquent en fait? Et le film donne une réponse assez intelligente aussi, je trouve. C'est vrai.
Ouais. Oh, tu fais génial. Ouais. Même si je me suis posé la question pendant la projection, est-ce que ça remet pas en cause beaucoup de choses qui ont été faites dans les précédents épisodes? Certainement, mais ils n'y avaient pas pensé avant, quoi. Mais ouais. Ouais, bon, bah écoutez, merci chère chroniqueuse pour ces avis sur 28 ans plus tard 2. Et comme vous l'aurez pu entendre dans nos débats, dans ce nouvel opus, l'alpha Samson est un personnage d'une importance capitale. Alors pour notre première pause musicale, je vous propose de nous écouter la chanson qui traverserait certainement son esprit pendant le film, selon moi. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles? Mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre qui te laisse croire que le monde est noir, mais trop tard. Perdu dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Stop, je tisse des liens, j'en perds le fil, bâtis ma vie, construit dans le vide. Les gens me disent, l'espoir fait vivre. Comment me faire vivre? Je suis un zombie. Je suis un zombie. Calme un peu les choses, là tu réalises que tout n'est pas si rose. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres. T'as commis des fautes, chacun ses défauts. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Stop, je tisse des liens, j'en perds le fil, bâtis ma vie, construit dans le vide. Les gens me disent, l'espoir fait vivre. Comment me faire vivre? Je suis un zombie. Somnolé, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolé, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient déconseillé, mais mon esprit veut s'envoler. Mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient déconseillé, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, je tisse des liens, j'en perds le fil, bâtis ma vie, construit dans le vide. Les gens me disent, l'espoir fait vivre. Comment me faire vivre? Je suis un zombie. Merci Gims pour cette plongée dans l'esprit de Samson qui a ravi Simon d'ailleurs. Hein. Maître Gims, à l'époque c'était encore oui, Maître Gims. Oui, mais maintenant il s'appelle Gims. On va enchaîner avec notre troisième film de la soirée. Non, le deuxième, putain, c'est pas possible. Hein. Ça me paraît plus logique. Hein. Alors enchaînons tout de suite avec une plongée dans les années 50 à travers l'affaire Boyarsky. Descends, go, go. Commissaire, un mot sur le braquage du fourgon de la Banque de France? Je ferai tout pour envoyer les coupables en prison. Pas la peine de revenir lundi. Il y a des Français qui m'ont demandé, ils passent en priorité. Liberté, égalité, fraternité.
On ne pourra pas vous aider éternellement. Je peux te trouver du travail dans mon entreprise. Ou livraison, ça te dirait? Papa, Yann est ingénieur. Comment tu t'appelles? Yann Boyarski. Il paraît que t'as du talent, Yann. 5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets. Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi. Bouge pas! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'installe à mon compte. À la vôtre, monsieur Bojarski. Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique. Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet. Règle numéro 2, rien d'ostentatoire. Merci, papa. Règle numéro 3, la discrétion. Bojarski, qu'est-ce que t'as fait? Contrôle d'identité. Vos papiers, s'il vous plaît. Ouvrez votre valise. Je peux t'aider? Tu me caches quelque chose? Le mois dernier, on en a encore détecté plus de 2000. Vous savez combien ça nous coûte? Tu joues à quoi, Suzanne? Je veux savoir avec qui je vis. T'as déjà perdu tes amis, tu veux aussi perdre tes enfants? Dis-moi ce que tu fabriques vraiment ici. À la Banque de France, ils sont sur le cul. Je n'étais pas censé être infalsifiable. Police! Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais vous arrêter. Quand j'en aurai assez, j'arrêterai de moi-même. Non, vous n'arrêterez jamais, parce que vous ne faites pas ça pour l'argent. Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre et utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l'occupation allemande. Après la guerre, son absence d'état civil l'empêche de déposer des brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés, jusqu'au jour où un gangster lui propose d'utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer de faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l'insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l'inspecteur Mattei, meilleur flic de France. Alors, rien à voir avec celui qui est interprété par Jean-Luc Reichmann dans la série TF1. Voilà, je annonce la blague tout de suite. Direct. On retrouve au casting Reda Kateb dans le rôle de Jan Bojarski, Sarah Giraudot dans le rôle de Suzanne Bojarski, Bastien Bouillon dans le rôle du commissaire André Mattei, Pierre Lotin dans le rôle d'Anton Daugierd. Solène, toi qui as bien aimé, tu peux commencer. Bah déjà, je me sens très seule parce que j'ai l'air d'être la seule autour de cette table qui a l'air d'avoir apprécié le film. Mais je tiens à dire quand même que moi, je l'ai trouvé quand même assez, je veux dire, complet au niveau d'une biographie, on va dire, de quelqu'un. Non, attends, avant de faire ces gros yeux, laisse-moi terminer. C'est ça que je te regarde. Et juste, je sais pas, en tout cas, quand j'ai regardé le film, j'avais aucune connaissance de cette affaire déjà. Je savais même pas que cet homme avait existé et que ça avait existé, voilà, ça. Et du coup, j'étais prise dans le récit et je trouve que c'était peut-être un peu long par moment, mais en même temps, après, en discutant avec ma maman, avec qui j'ai vu le film, elle me disait que, et puis j'étais d'accord avec elle, que c'était quand même bien amené et qu'en fait, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que durant le film, on ne sait pas comment il va se faire prendre, c'est-à-dire on sait qu'il va se faire prendre, mais on ne sait pas comment ça va arriver, et en même temps, ça prend du temps, et on voit que ça continue, et on se dit, mais en fait, le gars va mourir et il va jamais se faire prendre, comment ça va se finir cette histoire? Et du coup, je trouvais que ça arrivait bien, et que ça se... Donc ça c'est l'analyse de ta mère. Non, c'est aussi la mienne. Peut-être que j'ai été influencée, mais non, je l'ai trouvé. La prochaine fois, ramène ta mère direct. Non, je l'ai trouvé. Écoute, peut-être. Non, je l'ai trouvé sympa et puis je sais pas. Je trouve que les décors étaient bien faits, les acteurs ont été bien aussi. J'ai trouvé. J'ai le cœur qui saigne. Attends. L'acteur principal, je me souviens plus. Reda Kateb. Voilà, je l'ai trouvé sublime. On l'a massacré dans ce film, le pauvre. Waouh, ah ouais. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était. Ah non, au début, il a un accent. Alors, je suis désolée, mais en plus, il joue un polonais. Oui. Il a pas une tête de polonais. Et en plus de ça, il a un accent, mais qui perd de scène en scène. Justement, mais moi, j'ai trouvé ça bien qu'il tienne pas l'accent. Ça aurait été. Non, mais je suis d'accord, mais c'est grave. Mais c'est normal, puisque son personnage, Bojarski, veut s'intégrer. Voilà, mais même, c'est mal fait. Ils ont tous une manière de parler. Ça se voit que, même tous, d'ailleurs, là je me balle pour tous les acteurs, ça se voit qu'ils ont essayé de faire une méthode de parler genre à l'ancienne, mais ça marche pas du tout, sauf pour certains où tu sens qu'ils sont en mode théâtre. T'as l'impression que c'est récité, sinon c'est nul. Ah ouais, ça marche pas. C'est genre moi quand je jouais en CM2 devant la maîtresse. Ah vraiment, et puis ils ont tous un ego. Alors est-ce que c'est en mode film d'époque et du coup manière de parler de l'époque, mais on dirait juste que c'est juste des gens imbus d'eux-mêmes et qui prennent leur temps comme ça en mode à la française. C'est marrant parce que moi j'ai surtout l'impression que Reda Kateb, il joue Reda Kateb
comme d'habitude, et donc il parle comme Reda Kateb. Bastien Bouillon, il parle comme Bastien Bouillon. Oui, Sarah Giraudot, elle pas. parle comme Sarah Giraudot. Donc en fait, il y a pas de grosse différence. Et le seul qui parle différemment, c'est Pierre Lotin, qui prend un accent polonais tout pété. Alors il a dit oui, ma mère est russe, donc j'ai souvent entendu. Oui, voilà, t'as le côté slave, quoi. J'ai souvent entendu l'accent et tout, mais non, ça marche pas. Oui, puis en plus, il y perd tout ce qu'il faisait, Pierre Lotin, en plus. Genre, avoir trop se concentrer sur l'accent, il y perd sa bonhomie, sa manière de jouer, alors qu'il est un peu en décalage dans les autres films, mais qui fait qu'il est lui, en fait. Non, mais le jeu, je suis désolée, après j'arrête, promis, mais genre c'était un massacre. Le nombre de fois où c'était pas drôle et que je me suis tapé une barre, mais de... Genre, mais c'est pas fait pour être drôle, quoi. Après aussi. Mais c'est pour ça que c'est pas fait pour être drôle, et c'est pour ça que je rigole, et c'est ça le pire, c'est que du coup, genre, ça fait saigner les oreilles, quoi. Genre, t'es là, et en fait, tu te dis, mais genre, c'est un entre-deux, ils ont essayé de faire rire, ils ont pas essayé de faire rire, genre. Ah ouais, c'est fou. C'est fou parce qu'en plus, moi, je déteste ce genre de film où justement, t'as l'impression que les acteurs récitent leur texte et que c'est pas interprété, et que c'est comme au théâtre un petit peu. Mais là, j'ai pas trouvé que c'était le cas. Mais c'est même pas genre tant récité, c'est surtout genre mal. C'est pas naturel, quoi. C'est la mauvaise direction d'acteur. Genre, c'est pas les acteurs qui sont foncièrement mauvais, parce que par exemple, Reda Kateb, il a été super. Moi, j'ai trouvé dans plein d'autres films et il jouait très juste à plein de moments. Mais là, bordel, le pauvre, quoi. Ah genre direction, mais genre à l'ouest. Ah, c'est fou, je trouve. J'ai pas du tout eu cette impression-là, mais je sais pas vous. Alors, personnellement, je suis même pas sûre que ce soit la direction d'acteur qui est le problème, même si évidemment elle est inexistante. Oui. D'où le problème finalement. Mais pour moi, je mets beaucoup plus ça sur l'écriture des dialogues. Sincèrement, le scénarisme, il faut qu'il retourne à l'école. C'est Jean-Paul Salomé aussi qui écrit. Peut-être, je sais pas. Mais... Non, mais parce que sincèrement, écrire des dialogues comme ça, je sais pas où est-ce qu'il les a appris, mais sûrement à l'école de TF1, parce que sincèrement, ça m'a rappelé les séries TF1. Mais c'est fait pour ça, je pense. Mais sauf que c'était pour les vieux, donc bon. Mais c'était ignoble. Sincèrement, c'était ignoble. Mais là, il y avait que des vieux dans la salle. Je crois que le pire, c'était les dialogues de l'inspecteur. Il te regarde comme ça avec un regard hyper perçant et puis il va te parler en alignant des mots. Personne les a jamais dit. D'ailleurs, même à l'époque, personne parlait comme ça à l'époque. Hein. Il y a un moment, personne ne parlait comme ça à l'époque. Ça n'existe absolument dans aucun monde. Je suis désolée, j'aimerais quand même dire un truc. Quand on essaye d'être dans la continuité de Attrape-moi si tu peux, faut quand même se le sentir, parce que Attrape-moi si tu peux, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est une grosse merde. Mais il y a zéro tension dans le film, on est d'accord, genre il y a zéro tension. Le début là. Tu sais, la scène où on la comprend pas. Il y a pas tension, il y a aucune intention ni émotion, et en plus la musique elle pète le rythme qui est déjà pété. Oui, il y a rien. Et alors, les coupables du scénario quand même, donc c'est bien Jean-Paul Salomé et Bastien Darré, voilà. Ouais, bah voilà. D'ailleurs, c'est vrai que la musique, tu fais bien d'en parler parce elle est nulle, elle est pas nulle, elle est vraiment nulle et en plus ça casse tout et à la fin là qu'il y a le générique, je dis mais c'est quoi cette musique nulle, on n'en veut plus, enfin ils veulent nous faire sortir de la salle. Mais par contre, juste parenthèse, chose qu'on n'a pas parlé, c'est que la BO de 28 ans plus tard ça m'a fait penser que j'ai oublié, désolé, mais elle était cool. Il joue Guananotti, ouais. Mais elle était top. Pour revenir sur justement la musique, en général, un film qui utilise autant de musique, c'est qu'il a quelque chose à cacher, c'est qu'il fait pas confiance ni à ses plans, ni à ses acteurs, ni à ses dialogues pour faire ressentir quelque chose aux spectateurs. C'est une béquille, et là c'est absolument catastrophique. Je me rappelle même pas d'un seul moment dans le film où il y avait pas de musique. Mais non. Et c'est terrible. Désolée, c'est parce que ça m'a énervée. Mais c'est que genre dans ce que tu dis, c'est que ça me rappelle aussi le fait que le 3/4 des scènes, il adore commencer ses scènes mais jamais les finir. Oui. Et pour rien. En plus, ce que tu vois dans la scène ne sert à rien. Le mec en 2h08 a essayé de rentrer genre tout ce qu'il fallait en mode documentaire, en mode TF1. Mais en fait, sans cibler ce qui était important dans le film et ce que genre les gens au cinéma auraient aimé voir. Du coup, c'est juste t'as 2-3 mots, un faux suspense de merde qui vient mettre une autre scène. T'as une info à moitié là et puis ça on s'en fout. En général, vraiment on s'en fout de l'info. J'aimerais quand même aborder, alors c'est assez personnel et tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi je déteste profondément le jeu d'acteur de Giraudot parce que elle est là dans la continuité d'une tradition que je déteste, qui est celle de la femme enfant qui minaude. Je compte aussi là-dedans Tedeschi. Je les déteste, je déteste leur façon de jouer, je suis désolée, tout le monde n'est pas d'accord, mais là, en plus de ça, elle est un personnage féminin qui est absolument inexistant, qui n'a aucun fond, qui est écrit avec les pieds. Il passe du coq à l'âne. Non mais c'est ça, et elle ne sert à rien, sincèrement, elle n'aurait pas été là, c'était la même chose, et je suis désolée, mais quand tu intègres un personnage féminin, mais fais l'effort, genre, juste
fais un petit peu d'effort, cache-toi, parce que là c'est juste très mal écrit. C'est terriblement mal écrit. C'est la seule, quasiment la seule femme, et c'est la seule qu'on vient foutre à poil en entier pour aucune raison. Mais pour aucune raison. Cette scène servait à rien d'ailleurs en plus, vraiment. Oh c'est bon, il y avait la bite de l'alpha dans 28 ans plus tard. Non mais là c'est genre pour parler de la condition de la femme à l'époque, en mode regarder la femme objet. Non, c'était juste un délire du réel. Mais en fait même pas, parce que il y a aucun, il y a rien qui est dit sur cette situation. C'est-à-dire que autant qu'on en parle en disant que elle est obligée quand même de garder son mari parce que sinon elle est dans une situation financière qui est vraiment compliquée. Non, elle est l'archétype de la femme douce et amoureuse, puisque elle est dans un espèce de faux romantisme de « Oh, j'adore mon mari, je lui fais confiance alors qu'il me dit rien ». Elle paraît débile. C'est affligeant. Là, on reste beaucoup sur les personnages. Et effectivement, outre l'écriture des persos, c'est l'écriture du film en général qui pêche, où tout est téléphoné à l'avance. Typiquement, Pierre Lotin qui va balancer à la fin. Bon, on sait tous que ça va arriver à un moment. D'ailleurs, c'est pour t'aider, Solène. Je trouve que c'est un point positif. J'adore le fait qu'à chaque fois qu'il y a Bastien Bouillon et Pierre Lotin dans un film, et il y a une scène où Bastien Bouillon arrête Pierre Lotin. J'ai l'impression que c'est un contrat. Parce que dans La Nuit du 12, c'était c'est ça. putain, C'est vrai. J'ai préféré La Nuit du 12. Moi aussi. Et moi, le gros problème, c'est que t'as vraiment l'impression de voir une rubrique anecdote Wikipédia pendant tout le film. Un peu fanfic aussi. Avec des répliques type genre, je pensais pas qu'un jour De Gaulle allait citer mon nom. Tu vois, ça se voit qu'en fait, c'est resté. Ils se sont dit, faut qu'on le casse quelque part. Et puis le mec a inventé tout. Il a inventé le bic, la brosse à dents électrique, le déodorant, la machine à café, la machine à café, le 6-7. Et c'est chiant parce que c'est mis au forceps en fait. Tous ces éléments là, ils arrivent d'un coup, comme aussi la une à un moment l'article du Paris Match. Ça se voit, c'est juste pour mettre, voilà, il y a cette anecdote là sur Boyarsky, faut la caser quelque part, et ça fait un film anecdote Wikipédia et qui est vraiment indigeste. Et c'est dommage parce que à la base, sur le principe, j'étais chaud du casting, j'étais chaud du fait que voilà, c'était un film à la française qui se réclamait un peu de Arrête-moi si tu peux. Mais bon, quand on regarde Arrête-moi si tu peux, on sait que c'est Spielberg, et Spielberg, il a fait Jurassic Park, Indiana Jones et compagnie. Jean-Paul Salomé, il a fait La Daronne. Non, mais là, c'était un film amateur avec un matos de pro, c'est tout. Genre l'esthétique est pas moche. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est... Alors, en fait, il existe un truc au cinéma qui s'appelle le montage. Et non, le donner à un enfant de 5 ans n'est pas une bonne idée, encore plus sur des scènes de fusillade. Tu ne comprends pas qui tire, sur qui il tire, qui est touché, où les balles partent, je ne sais pas. Non mais vraiment, on dirait qu'il a appuyé sur les plans au hasard, c'est en mode oh ouais, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Aucun sens. Ouais. Vraiment, ne mettez pas la vidéo de cette émission. Non, mais en plus, il donne aucun élément de résolution. Genre, comme tu disais, enfin, comme on dit depuis tout à l'heure, en fait, genre, c'est que informatif, mais genre, sans finir une phrase. Et en plus de ça, sans aucune plus-value, parce que du coup, le film, il commence vraiment, genre, on va dire, aux 3/4 du film. Et au moment où ça devient intéressant, bah, c'est la fin, mais sans réponse. Et sans développement. C'est trop bien. On adore. Est-ce qu'on peut, du coup, je sais pas, envoyer une lettre ouverte à... il s'est rendormi. Pardon, non, c'est juste que... Parce que je parle, c'est toi le sexiste. Non, c'est qu'il est épileptique. Non, c'est juste que l'affaire Boyarsky m'a vraiment endormi. Vraiment désolé. Oui, quand je parle, c'est ça. Voilà, super. On défend les femmes. Vous savez quoi, cancel. Je vous propose un truc, on va essayer de tous se réveiller avec le troisième film. Non, tu éteins le micro. Non, on va essayer de tous se réveiller avec le troisième. Tu rends ta place. Moi, je sens que le troisième film, il va être fun en plus. On va se réveiller avec le troisième film de la soirée. Palestine 36 d'Anne-Marie Jassier. On y plonge tout de suite. This is Jerusalem calling. The relationship between us and our land. That's a work of thousands of years. شو في بالقدس بتضلك رايح جاي؟ بدي شغل يا زلمة. كل يوم قاعدين نخسر في أرض. في فلاحين طروهم من أراضيهم. Thomas Hopkins. I'm here as a representative of His Majesty's government in Palestine. Yusuf Bisawi. Is it the right of the English to distribute the land as they like? Land registration will protect you. بيجهزوا الأرض لقبانية جديدة جنب الأراضي بالضبط. I ask you all to have faith. We can create a united and peaceful Holy Land. يا اخوان البلاد عمالها بتضيع من بين ايديك، ما هو يا بنوقف وقفة رجال يا بنوقف نتفرج. يا خبيز يا رصاص. عاشت الثورة! We are looking for armed bandits who've been disturbing the settlement. This is my little brother. He hasn't done anything. I advise that the best solution to terrorism is to build a wall.
Palestine 1936, alors que les villages de la Palestine mandataire se soulèvent contre la domination coloniale britannique. Youssouf aussi entre sa maison rurale et l'énergie agitée de Jérusalem, aspirant à un avenir au-delà des troubles croissants, avec le nombre croissant d'immigrants juifs fuyant l'antisémitisme en Europe et la population palestinienne s'unissant dans le plus long soulèvement contre la domination britannique. Toutes les parties s'engagent vers une collision inévitable. On retrouve au casting Iyam Abbas dans le rôle de Hanan, Kamel El-Basha dans le rôle d'Abu Rabab, Yasmine El-Masri dans le rôle de Kholoud Hatef, Jalal At-Talawil, oui c'est trop compliqué, dans le rôle du père Boulos, Robert Aramayo dans le rôle du capitaine Wingate, qu'on a aussi pu voir dans Les Anneaux de Pouvoir d'ailleurs, dans le rôle d'Alrond, voilà, anecdote un peu inutile. Saleh Bakri dans le rôle de Khalid, Billy Hall dans le rôle de Thomas Hopkins, qu'on pouvait voir dans Star Wars 9, dans le rôle du père de Rey, anecdote absolument inutile, et Jeremy Irons dans le rôle du commissaire Watchop, qu'on pouvait voir dans le premier film Donjons et Dragons, voilà, anecdote inutile. Super. Et dans plein d'autres films quand même. Oui, mais j'aime bien citer celui-là parce que c'est de la merde. Oksana, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Bah, en réalité, je l'ai trouvé. Alors, en fait, c'est hyper dur de. Waouh, je la refais. 1, 2, 3, 4. Mais c'est trop dur de donner un avis sur ce film parce qu'en fait, il est très bien construit et je l'ai trouvé bien amené. Et en fait, bah. Tu peux rien dire sur une notion de j'aime ou j'aime pas parce que c'est juste montrer une réalité qui est à la fois très actuelle et très dure et tu peux que en témoigner. Mais par contre, en fait, il y a un truc où je me demande à qui ça s'adresse parce que dans un sens, si tu te renseignes un petit peu sur l'actualité et sur l'histoire, oui, tu n'apprends rien. Parce que du coup, tu as déjà vu plein de choses qui le recensent, mais je pense que ça s'adresse à un public qui est un peu dans le déni ou qui va pas du tout se confronter à ce genre de choses. Et justement, c'est bien de le faire de cette manière-là parce que la violence est bien amenée, les tensions sont là, et en même temps, on vient pas écœurer non plus le public avec trop de scènes sanglantes qui sont pas utiles à la compréhension de l'histoire. Par contre, voilà, ça montre bien juste une situation sociale et du pays et de certains endroits et de certaines personnes. C'est pas très clair ce que je dis, mais j'espère que c'est à peu près clair quand même. Mais par contre, voilà, on n'est pas non plus dans l'intériorité des personnages, on n'est pas sur une construction fictive, narrative, on est plus sur un film documentaire, j'ai un peu l'impression, sur, voilà, ça se passe de cette manière comme ça. Et en même temps, on nous montre vraiment la beauté... des liens des gens du peuple qui est là-bas et en même temps du paysage aussi qu'on est en train de bousiller, des gens qu'on est en train de bousiller, et c'est aussi ça qui est chouette, c'est qu'en fait on vient nous montrer quelque chose de relativement neutre dans le sens on montre ce qu'il y a à montrer, on dit ce qu'il y a à dire sans venir demander une émotion à un spectateur, sans demander un parti, mais juste forcément qu'il y a un parti qui est forcément il y a quand même un parti, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de dire non plus en train de s'apitoyer, et je trouve que ça reste quand même assez bien équilibré, même si encore une fois tu ressors de là à part dire oui je suis d'accord, et il y a rien d'autre à dire, mais en même temps c'est la situation qui veut ça aussi. Ouais, après tu peux être d'accord ou pas mais surtout d'accord j'espère sur le propos bien du sûr. Film, mais tu peux quand même le juger pour ce qu'il est aussi en tant qu'œuvre cinématographique. Oui, c'est en ça aussi où j'ai rajouté ce que je disais sur le moi je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que si tu connais un petit peu ce qui se passe dans la Palestine, le film il sert pas. Non, parce que moi par exemple je suis quand même au fait de ce qui se passe, mais je sais pas ce qui s'est passé en 1936. Je savais pas ce qui s'était passé avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc je trouve ça intéressant de mettre un coup de projecteur sur ce moment-là qui a l'air d'être quand même charnière, même si sur ce conflit, il y en a eu des moments charnières depuis toutes ces années. Non, mais ça remet un peu les bases, quoi. Voilà, ça nous ramène un peu aux prémices. Et puis ça nous explique un truc donc où tu en entends pas souvent parler. Par contre, à part ça et le fait que l'image soit assez belle, moi je trouve que le film, il est quand même hyper limité. Déjà, les images d'archives recolorisées, elles m'ont vraiment posé question parce que pendant tout le film, au début, je pensais que c'était de l'IA. Mais pareil, c'est la question que j'ai posée à Naomi en sortant. Ouais. Et vous ne pensez pas ? Non, c'est pas de l'IA. Je pense que c'est vraiment recolorisé. Oui, c'est recolorisé, c'est pas de l'IA. Et du coup, il n'y a pas le truc de Cameron pour virer le grain aussi qui a été abusé, il utilisé à balle. Là. Ouais, mais du coup, ça sortait du film. Donc ça, déjà, ça m'a pas aidé. Et je trouve que les différents personnages aussi, ils manquent cruellement d'incarnation. Ils sont très mal écrits. En fait, tous les reproches que tu as fait à Boyarsky, je peux les faire ici, mais en pire. C'est super injuste parce que moi je trouve il joue mal c'est des clichés. Mais c'est des comment clichés. Ça, c'est des clichés le militaire vraiment méchant et raciste, on l'a vu 1000 fois. L'écrivaine révolutionnaire face à son mari qui prône la neutralité. J'ai l'impression que c'est que des archétypes
qu'on a vus mille fois et qui sont pas trop et qui sont pas détournés. Mais c'est pas parce que c'est des archétypes qui sont mal écrits. Bah oui, et puis les acteurs. Ils sont mal écrits dans le sens où les dialogues aussi, pareil, le film, en fait, attends, je retrouve ce que je voulais dire sur ça. On a l'impression qu'il y a certaines scènes qui sont jamais terminées. Elle passe direct. Tu passes direct à une autre scène comme ça. J'ai 2 exemples, si tu veux, pour toi, parce que je vois que Naomi, t'as pas l'air d'être d'accord avec moi. Le père, il vient de mourir à un moment. Le père du personnage principal de Youssouf. Gros spoil, hein. Non, mais c'est au tout début. L'enterrement, il est pas fini, que l'armée anglaise, elle est déjà là pour foutre le bordel. Ok, ça se passait peut-être comme ça, mais on n'a même pas eu le temps de vraiment en fait s'émouvoir de la mort du personnage, qu'on passe déjà à autre chose. Oui, mais alors j'ai un autre exemple où là, tu pourras pas me dire le contraire. Là, tu pourras pas me dire le contraire. Donc il y a Youssouf et le militaire qui se méchant là, qui se rencontrent dans le village à ce moment-là, après l'enterrement, et qui se croisent. Hugo. La scène suivante, il y a une soirée où Youssouf et le militaire, les deux sont présents et ils se regardent sans avoir l'air de se connaître, jusqu'à que le militaire ils disent mais on s'est déjà vu. Et cette situation, je trouve qu'elle marcherait s'il y avait 1 heure de film, parce qu'ils se sont pas vus depuis longtemps et tout. Mais là, c'était juste la scène d'avant. C'était la scène d'avant. Pourquoi ils se disent pas ah oui, on s'est déjà vu. Je suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, leur regard, c'était pas est-ce qu'on se connaît, c'était je vais faire comme si on se connaissait pas. C'est vraiment pour moi les deux se sont très bien reconnus. Je trouve que le militaire anglais, c'est pas ça. Pour moi vraiment c'est ça. C'est-à-dire que le militaire anglais, il est pas en position de force, puisqu'il est l'invité des hauts placés des hauts placés et des riches dans la soirée. Dans la soirée. Pareil pour le personnage qu'on suit. Donc en fait, les deux, ils savent très bien qui ils sont. Et à la fois, ils peuvent pas péter un câble dans la soirée parce que juste ça ne se fait pas. Et ils ne peuvent pas laisser transparaître. Non seulement parce que le personnage qu'on suit, il est pas vraiment censé être là, on le comprend quand même dans le film, hein. Il est pas tout à fait censé être là. En fait, il est en train de faire une espèce d'ascension sociale qui est vraiment remise en question par sa famille. Donc à la fois, lui, il est dans une position d'une position de fragilité, et à la fois le militaire aussi, parce que il sait qu'il a fait quelque chose de mal et qu'il est dans une maison avec des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et donc tous les deux, ils sont en chien de défense. Pour et ils Youssouf, savent très bien. je le comprends, mais pour le militaire, je trouve que c'est une énorme facilité. Après, bon, si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord. Je trouve en tout cas que les personnages, moi j'ai aucun attrait pour eux en fait. Même les enfants par exemple, je m'en bats les reins. Non mais c'est fou parce que même tu parlais que je comprends que là j'ai envie d'être pour Israël. Oh merde. C'était sa dernière émission cette année, on l'applaudit bien fort. On va peut-être avoir de part d'audience grâce à ça. Tu parlais genre du fait que les personnages t'ont pas ému, mais en vrai c'était pas le but du film, encore une fois. Et pas tout à fait, mais avec les enfants. Oui, mais là il y a les enfants qui sont là aussi, genre de manière si avec eux t'es pas touché, là c'est pas le film le problème. Oui je sais, mais par contre je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que le non mais pardon. Pardon, je trouve ça très drôle. Non mais par contre moi j'ai trouvé ça, je me déteste de dire ça, mais un peu too much parfois, quand par exemple une scène où le prêtre meurt, le bus explose, et là t'as un gros plan sur le petit qui hurle et qui pleure. Je suis d'accord, mais archétype. Allez, archétype. Encore une fois. Mais archétypal, quoi. Mais par contre, je suis d'accord avec le fait qu'on peut pas, critiquer, parce que le film nous amène un peu le récit en nous disant, voilà les faits. Et c'est pas qu'on peut pas avoir d'opinion, mais en fait, ça s'est passé comme ça s'est passé. Maintenant, regardez. Et moi, c'est ce que je critique et vers laquelle va mon regard, c'est plutôt la manière dont c'est fait, la manière dont c'est montré. Et c'est vrai que après, que ce soit vers la sensibilité portée aux enfants et tout, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais voilà, sur cette scène, en tout cas, j'ai trouvé que c'était des fois. C'est que je suis d'accord. En vrai, il y a quelques plans où tu dis c'est un peu, oui, d'accord, c'est un peu simplement amené, et tu dis c'est un peu gros, mais en même temps, c'est aussi cette simplicité qui vient justement rendre. Et en fait, ça permet à tout public, en fait, un peu plus long à la détente, que de comprendre, ceux qui s'intellectualisent plus, on va dire, de tout comprendre en fait, et d'être dans le film aussi. Et archétype ou pas, je suis d'accord, mais en même temps, du coup, au plus simple, ça marche. Et en vrai, je pense qu'ils n'ont pas voulu se faire chier sur certains détails, et je suis d'accord qu'ils auraient peut-être pu mieux faire, bien évidemment. L'écriture des personnages, pour moi, c'est pas un détail. Mais non, mais là, c'est pas une question d'écriture du personnage, c'est une question de révolutionnaire aussi. Non, mais c'est sur quoi tu mets ta cible. Il n'y a aucune écriture sur lui. Non, j'ai un expert hyper bien placé, et il est assis sur le canapé, donc c'est pour ça qu'il est hyper bien placé, qui m'a montré un article qui disait qu'à
apparemment le film s'éloignait beaucoup des véracités historiques et qu'il était rempli de beaucoup de grossièreté de ce que j'ai lu. Ah ouais. Ouais. Et ben ça m'étonne pas. Grossièreté genre comme quoi Ah bah j'en sais rien, mais juste montrer une page paraît, Google. Israël, il était super gentil. Tiens, ça te fera de la lecture. Bah non, parce que je suis censée parler. Ça te fera de la lecture à Solène. Non, en fait, moi j'aimerais quand même. J'écoute en même temps ce que tu dis. T'inquiète, y a pas de problème. Je fais les deux. Moi, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup touchée pour le coup. Allez, c'est de la radio. On comprend pas pourquoi tu t'arrêtes comme ça d'un coup. Oui, c'est un film qui m'a quand même beaucoup touchée, notamment parce que, je vais être honnête, moi, cette partie-là, effectivement, comme beaucoup d'entre vous, je la connaissais pas forcément, la période avant, et j'ai bien aimé comment le film a rappelé que, quand même, la Palestine était une colonie anglaise, et que tout ça... Et française, et que tout ça, c'était à cause de ces foutus Anglais. Encore une fois, mince. Donc merci à 28 ans plus tard de nous débarrasser du Royaume-Uni. Non, en fait, plus précisément, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu as dit, Oksana, sur le fait que quand on connaît déjà l'histoire, on se demande à qui le film s'adresse. Et moi, j'ai envie de dire, mais en fait, même si on connaît l'histoire, c'est un film qui est là pour engager émotionnellement. C'est-à-dire que c'est une chose de lire les faits sur ce qui s'est passé, c'en est une autre d'essayer de les vivre. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment un film qui va essayer de te faire vivre les faits que tu lis, parce que tu vas les lire et ça reste que de la lecture et ça reste des faits. Mais il faut pouvoir les ressentir dans ce genre de choses où c'est juste impossible d'essayer de ressentir ce que les gens ont vécu à cette époque. Et le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est pour moi, il y a un vrai choix dans la façon dont les images d'archives ont été recolorisées. Parce qu'effectivement, il y a l'absence de grains, c'est hyper lisse et tout ça. Et pour moi, en fait, ça répond vraiment à une problématique de vouloir surmoderniser le contexte. Dans le sens où, si on mettait du grain, ça voudrait dire que ça appuierait le fait que c'est des images d'archives du passé, que c'était comme ça avant et tout ça. Alors que comme c'est un conflit qui est juste ultra présent, pour moi, les images d'archives viennent juste se rendre ultra présentes aussi. Okay. Ouais, et donc, mais du coup, on va chercher... Pour moi, on va réactualiser le truc à fond. Moi, oui, mais le truc, c'est que c'est du cinéma. Oui, mais juste là, donc c'est intellectualisé. Non, mais juste, pour moi, ces images d'archives m'ont juste fait sortir du film. Mais moi, ça pas va du pas tout. plus loin, tu vois, c'est juste ça, en fait. Oui, mais moi pas du tout. Et pour moi, c'est hyper important d'intellectualiser la manière dont ça a été retravaillé, parce qu'effectivement, ça vous a tous questionné. Et notamment, vous étiez plusieurs à vous dire, merde, c'est peut-être de lire. Mais c'est du coup, pour moi, il y a vraiment un choix artistique derrière le fait de faire disparaître ce grain, et c'est hyper important. Puis justement, pour compléter ce que tu dis, ok, ça t'a fait sortir du film, mais aussi pourquoi ? Parce que ça met en valeur une esthétique qui est bizarre, et justement, comme elle est trop lisse, t'as l'impression que c'est presque robotisé, un peu aseptisé, presque. Justement, tu sais pas si c'est une reconstruction un peu animée ou pas. Et du coup, c'est ça qui est cool, c'est que t'as l'impression que justement, c'est comme si tu regardais presque un jeu vidéo à des moments. Et du coup, ça questionne aussi, de manière peut-être simple et déjà vue, ok, mais efficace. Écoute, moi j'irais même plus loin. Alors peut-être qu'à nouveau j'intellectualise trop, mais pour moi il y a une vraie critique de la manière dont on utilise les images d'archives au cinéma et dans le documentaire. Vraiment, elles sont utilisées, déjà c'est très utilisé et ça délivre un vrai propos. C'est du métadiscours qui est fait avec ces images d'archives et c'est pour ça qu'elles sont hyper importantes. Ouais, mais du coup tu trouves que les remettre en couleur, ça les sort pas un peu de leur contexte ? Mais alors pas du tout. Okay. Enfin, en fait, pour moi, le contexte est là parce que la manière dont c'est filmé et tout ça, tu peux pas te dire que ça a été filmé aujourd'hui, c'est pas possible. Mais par contre, le conflit, il est aujourd'hui. Et la situation de ces gens, elle est encore aujourd'hui. Et donc, les réactualiser de cette manière aussi, pas grossière ni vulgaire, mais aussi flagrante, ça vient mettre au spectateur vraiment devant ses yeux la réalité des choses qui sont encore présentes. C'est un conflit qui est vieux, mais comme Hérode, et il est encore comme ça aujourd'hui. Ouais, mais en vrai, je suis d'accord avec toi, mais du coup, je sais pas si ça fonctionne et si vraiment on a cette impression historique en voyant ces images et pas plutôt où on va se poser la question est-ce que c'est de l'IA, est-ce que c'est des images qui ont été créées là de nos jours, tu vois. Mais après non mais c'est fou la manière dont tu as intellectualisé ça et réfléchi à la chose, parce que comme disait Simon, moi c'est vrai que quand j'ai vu, c'est pas un truc qui m'a traversé l'esprit et je me suis juste dit d'où sortent ces images. Et du coup je trouve que du coup l'effet historique et l'effet ça nous ramène au passé et ça nous ramène à Palestine en 1936 et t'es pas là, tu vois. 1937 d'ailleurs, pourquoi il s'appelle Palestine 36 parce que ça commence en 36. Ça commence en 36 et après on continue en 37. Pour le coup, vraiment, c'est... Pardon. Ah bon ? Oui. Non, mais je préfère... Pour un con. Je crois, ouais. Mais on a tellement de doutes au quotidien avec toi, Simon, aussi. On préfère vulgariser maintenant. Merci. Tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Merci, chère chroniqueuse, pour ces débats. Tout à l'heure. Vous avez raté le top de l'émission. C'est pas grave, les débuts sont là pour résumer notre classement en un seul avis.
Comme chaque semaine, chaque chroniqueur nous donnera son top 1 et on finira par le top de l'équipe de TCS. Oksana, quel est ton top 1 ? Bah de base j'avais mis Palestine 36, mais je suis curieuse de lire l'article sur les aberrations. Ouais, moi aussi. Donc pour l'instant c'est Palestine 36. Solène. 28 ans plus tard, 2. Naomi. Bah du coup, pour les mêmes raisons qu'Oksana, moi ça reste Palestine 36, mais effectivement, je veux lire l'article. Simon. L'habitat Samson. 28 ans plus tard. Et moi, ce sera également 28 ans plus tard. Pour le top de la semaine, on retrouve à la 3e place l'affaire Boyarski, très étonnamment. Normal. À la 2e place, on retrouve Palestine 36. Et la 1re place, 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Simon, tu as vu quelques autres sorties, je crois. J'ai vu The Rip sur Netflix. Il y a une petite ambiance sympa qui peut se dégager au début, mais après c'est long. Jamais Ben Affleck vraiment, et Matt Damon, jamais vraiment dans l'action et alambiqué pour pas grand chose. Dommage parce que c'était le retour de Ben Affleck et Matt Damon ensemble. Et j'ai vu Furcine est libre, qui est inspiré d'une histoire vraie. C'est le second film du rappeur que j'apprécie grandement, Abdel Malik. Le film manque de moyens, vise pas toujours juste, mais tente énormément. Et rien que pour ça, je trouve qu'il vaut le coup d'œil. Les différentes plaidoiries aussi sont assez cool. On a le droit à un joli casting, donc je recommande. Et mention spéciale aussi au montage du film, parce qu'on le dit jamais assez, mais signé Monica Coleman, qui est super cool dans Furcy. Okay. Pardon, très rapidement, moi j'ai eu la chance de voir Animus Femina en projection presse. Ah, c'est vrai ? J'étais dans la salle. On n'était pas là en même temps. Ah bon. Elle est en presse. J'étais en projection presse, il n'y a pas de problème. Et je trouve que c'est un documentaire qui est très doux et qui présente des personnages féminins vraiment intéressants, notamment qui retravaille la figure de la femme au chat. Qui vit toute seule et les sorcières et des sorcières et tout ça, et je trouve que c'est hyper important et voilà, c'est un film qui fonctionne très bien et je recommande. Qui est sorti le 7 janvier, voilà. Qui a vu d'autres trucs ? Non. Ok, bon. Bah écoutez, les tops sont effectués, on enchaîne avec la conclusion. Non. Ouais, donc en fait la carte blanche, désolé. Ne bougez pas, je vais lire votre avenir. Vous serez le sujet d'une carte blanche de The Cinema Show. Chers auditeurs, puisque cette semaine le nouvel opus de la saga des 28 arrivait dans nos salles, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur le film de zombies. En effet, on entend souvent que 28 jours plus tard, qui transformait les morts-vivants lents et mous en infectés nerveux et rapides, avait renouvelé le genre, mais que depuis, et après une vague immense de films plus ou moins bons, le genre s'était épuisé. Certains reprochent aussi cet épuisement de la série The Walking Dead, qui s'est tirée sur 10 saisons avec des scénarios souvent vus comme répétitifs. Alors je me permets de vous poser la question, le film de zombies a-t-il encore un avenir ? Moi je pense que oui. En toute naïveté peut-être, je ne sais pas, avec toi, hein. Mais je pense que oui. Après c'est le genre de scénario aussi que j'aime bien voir, dans le côté un peu apocalyptique, etc. Donc c'est ce que j'aime, donc forcément je pense que c'est un avenir. Mais je sais pas, je trouve que ça fonctionne bien et là le film nous le montre bien en plus, je trouve. Oui, donc, il essaie de se renouveler par rapport au premier. Ouais. Donc, oui, avec les changements de point de vue, comme tu disais tout à l'heure, etc. Enfin, je trouve ça intéressant. Donc ouais, moi de mon côté, c'est un oui. Vas-y, je sens que tu as quelque chose à dire. Non, pour le coup, je suis pas une spécialiste du tout en film de zombies. C'est pas encore un genre que j'ai beaucoup exploré. Par contre, je suis absolument persuadée qu'il y a de l'avenir. C'est-à-dire que le thème qui est abordé, il est inépuisable. C'est le capitalisme. Oui, non, mais enfin, il est inépuisable. Et en fait, bon, alors c'était pas du tout sur les zombies, mais Sinners, il a abordé quelque chose qui était vraiment intéressant à travers les vampires, qui est la question du vaudou. Et je suis persuadée que le vaudou et le zombie, ça irait assez bien ensemble. En fait, c'était à la base, c'était ça. Ouais. C'est ça, l'histoire du zombie à la base. Ça vient du vaudou. Oui, mais en fait, pour le coup, moi, je suis pour un cinéma qui explore vraiment jusqu'au bout la question du vaudou, parce qu'on peut vraiment en tirer énormément, et pas simplement l'histoire du zombie comme américain qu'on connaît classique, parce que le mot zombie, à l'origine, il veut pas du tout dire ce qu'on... Alors, je sais plus exactement la définition, mais c'est pas le mort-vivant au sens propre du terme, et effectivement, ça vient de la tradition du vaudou, mais je suis sûre qu'on peut aller chercher là-dedans. Bah oui, en fait, même pour n'importe quelle légende ou conte, en réalité, qui sont déjà exploités comme les loups-garous ou les vampires, bah c'est sûr qu'il y a plein de scénarios qui se refont et il y en a plein d'autres qui se referont de la même manière, mais c'est justement une question de quelle histoire et quelle légende encore plus loin on a envie de parler, de quelle culture aussi, parce que les zombies, selon les cultures, sont pas du tout les mêmes, comme tu le dis aussi. Donc je pense qu'en réalité, ça peut avoir un avenir, mais tout dépend de quel chemin on va prendre en vrai sur la réalisation, parce que là, ça s'est vachement épuisé sur la notion du zombie qu'on a déjà vu 1000 fois. Si on continue là-dedans, honnêtement, ils se tirent une balle. Mais avec 28 ans plus tard, ça montre aussi que ils se sont bien... ils ont bien
j'ai pas le mot. Ils ont bien essayé de renouveler le truc. Quoi. Non, mais c'est juste qu'ils ont bien ciblé. En vrai, on n'en voit pas tant que ça des zombies, et du coup, ils ont bien mesuré. Voilà, ils ont bien mesuré la notion de choses à mettre et de zombies à mettre et sur quoi prendre. L'axe en fait. Mais après, c'est peut-être aussi le zombie style infecté qu'on a beaucoup vu depuis 28 jours plus tard, qui s'est pas mal épuisé. Parce qu'à la base, le zombie, c'est une histoire de malédiction. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres sources à aller chercher? C'est ce que Last of Us y allait un peu. Mais est-ce que l'avenir du zombie serait pas aussi la technologie mais c'est ça. C'est l'IA. Non, c'est peut-être pas l'IA. Est-ce que c'est pas le 6-7 l'avenir mais non, c'est pas vrai. Mais plus une histoire de cyborgisation, tu vois, ce genre de choses. Mais c'était un truc que Jarmusch avait un peu exploré aussi dans The Dead Don't Die. The Dead Don't Die. Ouais, c'était pas terrible. C'était pas terrible, oui, mais avec les zombies qui sont sur leur téléphone. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 2010 jusqu'à maintenant, la figure du zombie, elle a été beaucoup exploitée, mais finalement, elle a été beaucoup exploitée pour mettre en avant pour mettre en avant des personnages humains, voilà, qui se tirent la bourre, et en fait, le pire dans tout ça, en fait, c'est l'humain, et c'est pas le plus tard, il déroge pas à la règle. Voilà, il déroge pas à la règle, mais il va quand même dans ce côté où on s'intéresse aux zombies, à ce qu'il a peut-être, ce qu'il ressent, et c'est ça qui me fait dire que oui, il y a peut-être un avenir en creusant aussi ce filon là ici. Tu voulais dire quoi, Oksana? Oui, en fait, il y a une vieille série. Alors, elle est pas si ouf, mais c'est juste que du coup, ça donne un peu cette direction-là que tu cherches. Il y avait une série que je regardais quand j'étais plus jeune, je crois. Un gars, une fille. Non, iZombie. Ah oui. Et en fait, c'est justement sur une zombie, du coup, qui est à la fois très humaine et qui a plein de problèmes de zombies, et qui du coup, je dis pas que c'était une série de ouf parce que ça avait son public assez jeune, mais en vrai du coup ça donne une vision où tu dis en vrai mieux travailler au cinéma, ça peut donner quelque chose d'hyper intéressant. Donc en vrai oui, il y a de l'avenir, parce que pour le coup cette série là, elle avait pris une direction qui a pas été très exploitée, et comme tu dis, en vrai c'est les scénarios catastrophes qui sont tout le temps les mêmes, mais du coup si on commence à aller chercher d'autres cultures, d'autres modernités, d'autres époques et tout, là ça peut être vraiment cool. Mais ouais, il y a différents axes où on peut faire des choses intéressantes. Pareil, la télévision, effectivement, The Last of Us, même si je trouve qu'elle a beaucoup de défauts, la série, par rapport au jeu que je trouvais exceptionnel, il y a quand même une volonté, même si on s'intéresse beaucoup à l'humain, là encore, dans cette série-là, mais il y a une volonté de faire les choses différentes, ou en prenant peut-être un peu plus le temps, et je pense que dans le monde des séries... Les zombies évoluent visuellement, c'est plus juste des mecs qui ont des fringues déchirées. Voilà, c'est ça, comme à l'époque, comme dans Michael Jackson Thriller. Oui, voilà. Et puis, j'ai lu un article cette semaine qui, pour changer, puisque je suis con, dans The Atlantic, et c'est en fait un essayiste américain, George Packer, et c'est le Courrier international qui a relayé l'article, et qui dit en fait qui parle en fait de nos politiques modernes et de la dérive vers l'extrême droite. Et c'est marrant parce qu'il utilise en fait le mot zombie. Il dit: les partis d'opposition, la justice, la presse ne sont pas détruits, mais peu à peu ils s'essoufflent et vont titubant tels des zombies, donnant l'illusion d'une démocratie toujours vivante. Et donc voilà, on est clairement en plus dans une époque du zombie, et il y a vraiment de quoi faire, quoi. Et il y a vraiment de quoi, encore une fois, questionner notre époque, ce à quoi sert le zombie depuis maintenant un paquet d'années. Ça a toujours été la métaphore du capitalisme, et ça a été détourné dans plein de films aussi. Et pour rebondir sur ce que tu dis, parce que pour le coup c'est hyper intéressant effectivement, avec l'histoire du fait qu'on se transforme en zombie, je pense que si on utilise le concept, je suis désolée, je ramène mon truc, mais le concept philosophique du zombie et de cette unification et cette espèce de lenteur, unification de la pensée et trucs comme ça, on peut vraiment explorer très très loin. Et alors je fais un lien peut-être un peu abusif avec la série Pluribus, qui vient explorer, en fait, titiller un petit peu ce concept de zombie, puisque c'est l'unification de la pensée de l'humanité, et donc du coup le corps n'a plus d'importance et ça devient juste un corps qui transporte un seul esprit, ce qui en soi peut être relié aux zombies. Et là à nouveau ça vient questionner ce que ça veut dire. C'est marrant, faut que je la regarde. C'est super. Tu évoques ça parce que c'était il y a Horribilis de James Gunn, j'arrive à le caser tout le temps. Non, mais c'était son tout premier film, et c'était déjà un truc qui t'explorait, parce qu'il y a un côté aussi inspiré de films de zombies, et justement on t'explique en fait que globalement tous les infectés du film en fait partagent l'esprit de la même créature, quoi, et qui servent juste à nourrir son envie d'expansion ultime, quoi. Du coup Pluribus il vient explorer ça, mais en plus même pas sous couvert de ils veulent attaquer, tu vois, parce que le principe de Pluribus, c'est maintenant que tous les humains partagent la même pensée, et bien tout le monde est calme, tout le monde est gentil, puisqu'on est tous d'accord sur le fait qu'on n'a qu'une seule pensée, et ça vient vraiment questionner ça et la liberté d'expression. Donc c'est vraiment en lien avec l'article que tu as lu, pour le coup. De toute façon, tant que le monde ira mal, en fait, j'ai l'impression que le film de zombie ira bien, quoi.
Et après, il y aura des. Où il faudra faire des comédies de zombies, sinon, si le monde va bien. Des comédies romantiques. Ça existe déjà. Comédie romantique de zombies. Moi, j'aime bien le thématique des fois. Shaun of the Dead, il disait c'est une comédie romantique avec des zombies. Des comédies musicales. Thriller de Michael Jackson. On y est déjà. Il y avait Warm Bodies aussi, un film un peu romantique avec des zombies, je crois. C'était pas avec Megan Nicolas Fox. Hoult. Ah oui, putain, avec Nicolas Hoult. Ouais. Bon, en tout cas, on souhaite un bon courage au film de zombies. On espère qu'il se rétablira. Enfin, si vous voulez, je m'en occupe. J'ai déjà un peu commencé, en fait, insérer blague sur le fait que la moitié de l'équipe de TCS a un melon de la taille de Mars. Enfin bref. Ils sont pas autour de la table pour une fois. Moi, j'y suis. Enfin bref, on va enchaîner avec notre jeu de la semaine et j'appelle à la barre Samuel Etienne. Non, pas du tout. J'appelle Simon à la barre pour le quiz de la semaine. Wow. The game is on. Legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Je le dis comme tous les autres ou pas? De quoi? Bonsoir. Putain, allez vous faire foutre. Donc les équipes de la soirée, d'un côté j'aurai Solène et Naomi. Solène, tu es chef d'équipe. Et de l'autre, Oksana et Hugo. Je stresse. Oksana, tu es chef d'équipe. Coup dur, hein. Je suis les désolée, rouges Hugo. contre les bleus Prêt pour à ceux qui perdre ont la vidéo. Comme d'habitude, on commence avec le titre de ce quiz. Vous partez sur quoi? Nous partons sur 28 quiz plus tard. 28 quiz plus tard. J'ai paniqué, merci. Y a pas de problème. Et on part sur 28 ans plus tard, le temple des quiz. Et non, je suis parti sur l'affaire Boyard's Quiz. C'était c'est sympa. nul. Celle-ci, c'était sympa. Oui, Bon. non, c'est bien. Non, franchement. Attention, Non, moi, question de validé par rapidité. Dans quelle œuvre entend-on cette musique? Game of Thrones. Oh là là. C'est vraiment une question de rapidité là. Ouais, là, vraiment. c'était rapidité, effectivement. Premier point pour Hugo. Est-ce que tu sais pourquoi, Hugo? Bonne question. Eh bah ouais. Il y a un acteur de 28 ans plus tard, non? Et bah dans la série donc Game of Thrones, on retrouve Liam Cunningham qui prend son cacheton dans Palestine 36 pour une scène et il jouait le rôle de Davos dans la série HBO. Mais comme j'ai vu 3 épisodes de Game of Thrones, j'y connais bien. Mais tu connais déjà le générique. Oui. En or ou en bois, retrouvez les vraies infos parmi les propositions suivantes. Donc déjà, Palestine 36 est le seul film à avoir été tourné en Palestine depuis le 7 octobre 2023. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je crois que si. Vous avez le droit de parler fort. En or pour nous. En or pour vous? Ouais, en or. En or aussi. Ouais. Et effectivement, c'est le cas. Le tournage devait d'ailleurs commencer le 14 octobre 2023, mais au vu du contexte, il s'est essentiellement passé en Jordanie. Néanmoins, des prises de vue ont bien été effectuées en Palestine en 2024 et c'est le seul film dans ce cas depuis plus de 2 ans. Donc 1 point pour l'équipe de Solène et 2 pour Hugo. Yes. Vrai ou faux, Nicolas Cage sera à l'affiche d'un film qui mêlera gunfights et pancakes. Ouais, mais le problème c'est qu'avec Nicolas Cage. Oui, c'est ça, on peut pas savoir. C'est sûr que oui. Ouais, J'ai trop la vibe de oui. En or? On va dire en bois pour David. Ou alors c'est pas des pancakes, c'est des crêpes. Non, moi je dis en bois pour être différent. Et bah c'était en or. Mais évidemment avec Nicolas Cage. C'est Deadline qui a annoncé ce mystérieux projet intitulé Best Pancakes in the Country. Nouvelle série B pour Nicolas Cage qui sera au casting aux côtés de Justin Long et Shelley Henning notamment. Et en or ou en bois, Jean Dujardin était le premier choix de Jean-Paul Salomé pour jouer Boyarski quand il devait réaliser le film à la fin des années 2000. Quoi? Est-ce que c'est Mais j'ai envie de dire en or et en même temps. Ça me paraît très crédible, tu vois. Je sais pas parce qu'il a vraiment pas la gueule d'un Polonais quoi. Oui, enfin Reda Kateb non plus. Hein. Non mais c'est toi qui l'as dit. Oui mais parce qu'il a une Qu'est-ce que tête Jean d'étranger, Dujardin ça devait passe. jouer Boyarski? En or pour nous. En or. En or. En or. J'ai pas dit en oui. bois. J'ai pas dit oui Hugo. Désolé. Désolé. Misogyne. Bah oui moi je disais en bois mais enfin bon. Ouais mais c'est trop tard. C'est quand même la chef d'équipe. C'est quand même moi qui m'a rapporté point depuis Donc tout à l'heure. s'il vous plaît, C'est quand même la chef d'équipe. s'il vous plaît, on va pas faire le débat sur la misogynie maintenant. Non, surtout on va à le The Cinéma Show. Non mais on le refera quand il y aura que des mecs. Donc Reda Kateb a toujours été le choix initial de Jean-Paul Salomé pour le rôle. D'ailleurs le projet est assez récent puisque le cinéaste a ainsi pu écrire le film en ayant Reda Kateb qui avait déjà accepté. Donc ça fait toujours 3-1. Quelle erreur. Qui a dit question 3-1. Qui a dit question de rapidité. Ok. La méthode classique pour réaliser un film d'action tel qu'on l'a apprise consiste généralement à avoir 3 scènes marquantes. Une dans le premier acte, une dans le deuxième
Non. Et une dans le 3e. James Gunn. Non. Et une montée en puissance progressive jusqu'à la grande scène avec toutes les explosions. On dépense la majeure partie du budget pour cette Michael scène du Bay 3e acte. Non, c'est le final. Et maintenant ils se disent, est-ce qu'on peut avoir une grosse scène dès les 5 premières minutes? On veut que les gens restent merde, attends, je l'ai captivés. entendu ça. Les films Netflix sont pensés pour les spectateurs qui sont sur leur téléphone en même temps. C'est ça la phrase importante, oui, les films Netflix sont pensés par les spectateurs qui sont sur leur téléphone en même temps, et c'est bien Matt Damon. C'est même super triste d'en venir à là. Bah ouais. C'est dans le cadre de la promo de The Rip, l'acteur est revenu donc, sur la façon dont sont maintenant pensés et écrits certains films, et notamment ceux de la plateforme Netflix. Comme vous pouvez constater, ça fait peur. J'ai mis une Sherlock Holmes cette année, donc je vais vous énoncer un crime entre guillemets. Il va falloir retrouver qui est l'auteur de ce crime. Donc Pamela Anderson attend toujours des excuses de ma part. C'est possible. Qui a commis non. Et c'est pour 3 points d'ailleurs. Putain, qui l'a fait cette série de cons? Attends, tu peux répéter? Donc Pamela Anderson attend toujours des excuses de ma part. Oui, mais ma part, c'est qui? Je sais plus. C'est le réel du film sur Pamela et. C'est une série. C'était Seth Rogen. Attends, c'est Seth Rogen qui a fait la série. Il a produit. Pamela Anderson a expliqué qu'elle a subitement quitté les Golden Globes la semaine dernière parce que cela l'a gêné de se retrouver à côté de Seth Rogen qui a produit la série Pam and Tommy, qui revenait sur la sextape de Pamela Anderson. Elle a ajouté faire cette série sans m'en parler m'a juste semblé un peu dégoûtant, mais j'espère que Seth Rogen finira par me contacter et s'excuser. Non pas que cela ait de l'importance, bon, un petit peu quand même, on dirait. On va passer donc à notre quiz spécial, et ce soir c'est les zombies au cinéma. C'est un thème qui n'avait jamais été refait depuis la première saison de TCS. C'est fou. Donc j'y suis allé. Voilà. Donc il y a toujours 4-1 pour l'équipe d'Oksana. C'est celui-là? Je vous dis un personnage de film, faut me retrouver dans quel film il est. Ce personnage s'appelle Bill Murray. The Dead Don't Die? Non. Putain. Bill Murray, ça me dit un truc, ça m'énerve. Ouais, c'est le nom d'un acteur quoi. C'est le nom d'un acteur, Et oui, c'est le nom d'un acteur. Non mais merci. Peut-être qu'il joue son propre rôle dans le film. Non mais oui, mais je l'ai pas. Vous l'avez pas? Non. Non, attends, laisse-moi réfléchir. J'ai vraiment pas d'idée, mais bon, je sais pas. C'est dans Bienvenue à Zombieland de Ruben Fleischer, où Bill Murray joue son propre rôle, et donc le personnage s'appelle Bill Murray. Question de rapidité. Dans quel film avec des zombies est tirée cette scène? Screw the zombies. Shaun of the Dead? Non. Écoutez bien la voix. This is why. Excuse me, who's the old guy? World War Z, j'en sais rien. Non, écoutez bien cette voix-là. I'm not going to spare you the trouble of reading your packets. For the sake of time, I will indulge you in the abridged version of the story. Army of Thieves. Army of Thieves. C'était Jonathan Cohen. De Mathias je l'avais tellement pas. Je l'avais pas du tout. Préquel d'Army of the Dead de Zack Snyder, dans lequel on retrouve Jonathan Cohen à la tête d'Interpol. Et voilà. Wow. 5e point. Et il y a quand même des zombies à un moment. Il commence, on s'en fout, des zombies au début de sa réplique que je vous ai mis. Le jeu des synonymes, je vous donne des synonymes d'un titre de film et vous me retrouvez le titre que j'essaye de vous faire chercher. Toujours concernant les films de zombies ou pas? Toujours sur les zombies. Là on est zombies jusqu'au bout. Si je vous dis habitant d'un bâtiment diabolique. Je l'adore celui-là. Resident Evil. Ah mais oui, Resident Evil. Mais ça paraissait si simple après. Anderson, un chef-d'œuvre d'ailleurs. J'aime pas chef-d'œuvre, je l'ai jamais vu. Moi non plus. Ça fait un 6e point pour l'équipe d'Oksana Hugo. Soleil Naomi. Wake up! Wake up, girl! Ok. Merci le Québec. Je vous donne un titre au Québec, vous me le retrouvez en France. Si je vous dis l'opéra de la terreur. Evil Dead. Evil Dead de Sam Raimi. Bon, c'est bon. Oui, j'adore Evil Dead. Machine, 7e point. Tu peux le remercier, Oksana. Non. Moi, je pense qu'il y a du favoritisme. Alors, la critique sans critique. Je vous donne une critique sans critique. Vous me retrouvez le film dont il est question. Je vous lis la critique. Je vais vous donner 15 bonnes raisons d'aller voir ce film. 1. Un mec qui meurt en trébuchant. 2. Du Pepsi. 3. Des explosions pour aucune raison. 4. Des zombies qui claquent des dents. 5. Des zombies qui escaladent d'autres zombies. 6. Des zombies qui... World War Z. Effectivement. Bravo meuf, je l'avais pas du tout. Et Hugo. 14. Non mais non, c'était ciblé, je l'ai senti. C'est vraiment pour toi. Je me C'était donc la critique de Vernon Rush pour World War Z. Donc plus 5 points là, c'est ça? Ton animation est nulle. C'était juste 2 points. Mais attention, vous allez pouvoir vous refaire ensuite. Ok. Pas tourné. Lequel de ces films de zombies n'existe pas? Le Commando des morts vivants. La Nuit fantastique des morts vivants.
Une vierge chez les morts vivants. Oh là. Un curé 100% ça existe. chez les morts vivants. La révolte des morts vivants. Lequel de ces films n'existe pas? Ah, en plus, t'as fait des. Ouais, j'ai fait des synonymes affiches, tu vois. Donc pour le visuel. donc on n'a aucune qui est une vraie affiche en fait. Non, il n'y a aucune vraie affiche. Ah oui, d'accord. Le Ce que je me disais après commando des Mator, morts vivants, la nuit fantastique des morts vivants, une vierge chez les morts vivants, un curé chez les morts vivants, la révolte des morts vivants. Lequel n'existe pas? Bon, une vierge chez les morts vivants, je suis sûr, c'est un porno qu'il a trouvé quelque part. Bah, c'est ça. Mais. Que j'ai en VHS, moi. Alors, Je sais pas, le prêtre. On part sur Le prêtre, ça me paraît gros, ouais. Ouais, je le sais pas. curé, Ouais. un curé chez les morts vivants. Un curé Nous, chez on les morts part vivants. sur Fantastique. Et la nuit fantastique des morts vivants. Effectivement, vous avez bien senti les choses. C'est un Ah, curé chez les J'ai morts bien vivants. senti les choses, voilà. Je me Bien disais, joué. bien Ah, joué bien aussi. joué. C'est bien vrai que joué. c'est elle qui a fait le chemin toute seule. Où Moi, sont j'ai les pas sur autre chose. antisèches Elle n'avait pas besoin de Ouais, non, mais ta je- validation. En tout Voilà. cas, il faut juste se dire que le reste existe et ça fait peur. Genre surtout la Du vierge coup, chez les morts fantastique. vivants. Du coup, c'est quoi Quelle une nuit vierge chez les morts fantastique vivants des morts vivants. C'est un film érotique. Voilà, effectivement. c'est bien ce que je pensais. Il y en a Ah, d'autres dégueulasse. aussi, je crois, dans la liste. 8 J'avais pas à pensé à 2 ça. pour l'équipe d'Oksana. Quand je fais le quiz, il y a toujours une question qui revient aussi. C'est la question people. Il y a donc cette semaine, j'ai demandé à la réalisatrice et scénariste de Fragile et Animal, Emma Benestan, de me dire son film préféré de zombies. Chaque équipe a le droit à 2 essais. Vous allez commencer vous, Solène et Naomi, puisque vous êtes derrière, pour essayer est d'avoir le nuls. plus de points. Si vous trouvez sans indice, Ok. c'est 4 points d'un coup. Si c'est avec un indice, c'est 3 points, et ainsi de suite. Donc je vous laisse ouvrir le bal avec votre premier essai. À votre avis, Emma Benestan, son film préféré de zombies, c'est quoi? Mais alors, en fait, le truc, c'est que vraiment, j'ai vu tellement peu de films de zombies que j'ai pas de nom, quoi. Enfin, sincèrement, à part World War Z et 28 ans, si tu veux, je vais pas aller loin. Et quoi. les séries, ça compte pas? Non, là c'est un film. Ok. Je lui ai demandé un film. Allez, Sincèrement, donnez-moi un j'ai titre. même envie de répondre Donnez-moi un 28 jours titre. parce que c'est un peu expérimental à la vidéo et j'imagine que c'est peut-être un peu plus intéressant. 28 jours plus tard, vous Ouais. pensez qu'elle a dit ça? Et non. Bah non, Je vous c'était donne sûr. du coup un indice pour votre essai. Mon indice, c'est Juliette. Pourquoi eux, ils ont droit à un indice? Vous aurez un indice ensuite. Ah, ok. Juliette Binoche, j'ai pas, là. Juliette. Juliette Binoche dans un film de zombies. Et on sait jamais. Hein. Alors, Franchement, je saurais pas. Allez, on va dire un classique, La Nuit des Morts Vivants. La Nuit des Morts Ah, Vivants. putain, pas con. Ouais. Non, c'est pas ça. Ah. Ok. Je vous donne un deuxième indice, mais effectivement, il va aller dans ton sens. Donc vous aviez Juliette et vous avez aussi Classique. C'est un classique. Classique. Un classique. Un truc- Je me souviens pas d'un truc des années 90, je sais Non. pas, genre elle adore Buffy contre les vampires, donc Oui, elle oui, est même oui. Akabi, genre. Allez, il me faut votre réponse donc. Oh, regarde, je Attends, faut qu'on réfléchisse à tous les films. Ah, je sais pas. Ça m'étonnerait pas en fait s'il aime bien. N'oublie pas ton micro, Solène. Oui, je sais. Allez, j'ai rien. Pardon. donnez-moi un titre, sinon je redonne la main aux autres. Vas-y. Je n'ai pas de titre en tête. Je Ah, n'ai mais aucun non, titre. classique, mais t'as vraiment pas Allez. un titre. Non. Dites un mot au hasard. Dites un mot au hasard en rapport avec zombie. Je sais pas. Bah, du coup, Shaun of the Dead. on Ouais, va c'est ce dire. que j'allais dire. Vous Mais allez non. dire ça. Ok, bon. Dernier indice, centre Donc commercial. c'est faux. Centre commercial. Hein? Centre commercial. Ouais, c'est pas. C'est pas bienvenu à Zombieland là? Non, il y a pas de film Bienvenue à waouh. Zombieland. Ah, c'est Non ça. mais il fallait chercher beaucoup moins loin. Toi t'étais presque. Alors Juliette, c'est parce que c'est un film de George Romero. Romero et Juliette. Oh, C'était vache. Zombie. Le film Ah, tout merde. simplement Zombie Bah oui. Dawn of the Dead de George A. Romero. Bah, je l'avais pas. Qui est un classique donc et c'est le film préféré de Zombie d'Emma Benestan. Ouais, Merci mais- encore à elle. Vous l'avez pas trouvé. Casting de film, je vous donne un casting. Si vous le trouvez du premier coup, après les 3 Moi premiers aussi, noms, vous avez c'est 3 ok. points et ainsi de suite, 2 points puis 1 point. Donc si je vous dis Emily Bickham, Macintosh Muggleton, Amanda Walker, ça c'est pour 3 points. Vous savez pas le film? Non. Si je vous dis Jeremy Renner, Harold Perrineau, Idris Elba, ça c'est pour 2 points. Si je vous dis Rose Byrne, Imogen Poots et Robert Carlyle, 28 semaines plus tard. 28 semaines plus tard. Dommage, Favoritisme. j'avais donné un indice tout à l'heure, j'avais dit il y a un beau casting dans 28 semaines plus tard. Oh là là. Allez, 9ème point. La 9e prochaine fois, point. on t'écoutera plus. Musique de film, dans quel film peut-on entendre cette musique? Planète Terreur. Non. Ah, Shaun of the Dead. Shaun of the Dead d'Edgar Wright avec le titre The Blue Il est Dwarf tout du content. duo I Il est Monster. comme ça. Comme Il est- on les J'adore je me gagner suis les dit- quiz. Je me suis dit, il va le gagner facile ce quiz, mais j'espère que les filles en face elles vont se réveiller, mais non. 10 Mais à c'est pas 2. qu'on se réveille pas, on a 10 à 2. Bon, on fait quand même la duel time en rapide. Donc le film de zombies, ça mixe souvent le road movie au film de zombies pour fuir la menace. Du coup, je vais te poser une simple question pour choisir ton thème, Oksana. T'es plutôt en voiture ou en train?
Train. Pour fuir les zombies. En train. Dans Dernier train pour Busan. Dans la merde, de toute façon. On sait bien que le train, il part pour où ? Il part pour Busan. Bah oui. Oui. Mais d'où il part, ce fameux train ? Alors, est-ce qu'il part de Séoul ? Il parle de Daejeon ? Il parle de Incheon ou de Daegu ? Oui, je sais. Au pire, tu peux redire, s'il te plaît ? Alors, Séoul, Daejeon, Incheon ou Daegu ? D'où part le dernier train pour Busan ? Le deuxième que t'as dit ? De Daejeon. Donc ça, si t'as la bonne réponse, ça vaut plus 3 points. Et si t'as la mauvaise réponse, moins 3 points. Ok, je note. Dans la merde. Solène. Oui. T'es en voiture, toi. Donc j'ai pas le choix. Bah non, il te reste plus ta voiture. T'as le permis ? Donc dans 28 jours plus tard, on sait bien que le film, il débute dans un Londres complètement Bien sûr, mais je l'ai vu. Allô. Mais dans quelle ville se dirigent les personnages ? Je sais. À Brighton, à Liverpool, à Norwich ou à Manchester ? Non, t'as pas le droit d'aider. Donc Solène, t'es seule face à toi-même. Où vont les personnages dans 28 jours plus tard ? Brighton. Qu'elle fasse pas la technique de la main là, Naomi. Je la connais cette technique. T'inquiète pas, je l'ai pratiquée. Alors, tu peux redire s'il te plaît ? Brighton, Liverpool, Norwich, Manchester. Il y a des mains là. Oui, il y a des mains. De toute façon, elles ont perdu. On a perdu dans tous les cas. Manchester, parce que t'as la bonne réponse, c'est ça. Allez, plus 3 points pour elle, c'était bien Manchester. C'est vrai ? Incroyable, j'ai fait complètement un feeling. C'est pas vrai ? Je sais que c'est faux. Roxana, tu perds 5 points puisque c'était tout simplement. Non mais je m'en Séoul. fiche, c'était juste pour pénaliser Hugo parce qu'il a été pas sympa avec moi. Mais j'avais la vraie réponse. Belle victoire quand même pour vous deux, Oksana Hugo, 7 points à 5, même si c'est un. Ça va. 2 points de différence, c'est quoi ce jugement là ? De triche. Non, j'ai pas vu sa main. Ouais, tu l'as senti. Non. C'est différent. Je vous jure que j'ai même pas triché, j'ai pas l'intuition. Merci Simon pour ce quiz. On sent que j'ai gagné parce que j'ai un film de zombies dans mon compteur de films que j'ai réalisé. J'avais pas encore calé alors qu'on parlait de zombies. Donc voilà. Toujours dispo sur YouTube, si jamais évidemment. On enchaîne désormais avec les recos de l'équipe. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Allez, c'est fini le débat sur le fait que t'as triché ou quoi. Allez, toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cinéma plus ou moins lié au cœur. Petit tour de table. Oksana, quel est ta reco ? Eh ben écoute, c'est de la Friche Mimi, ça s'appelle le Friche Up, c'est un ciné-concert, ça s'appelle Sherlock, JR et autres histoires. C'est le 22 janvier 2026, l'entrée est libre, mais sur réservation. Donc vous aurez le lien du site. C'est très chouette, c'est vers Juvignac. Il y a les tramways, donc faites pas les feignants. Et c'est super, voilà. C'est la 3, c'est chiant pour y aller. Abuse. Solène, ta reco. Moi, ma petite recommandation, c'est l'expo Extreme Hotel de Raymond Depardon, qui est dispo au pavillon populaire de Montpellier depuis le 2 décembre jusqu'au 12 avril. Et c'est super, on voit des photographies de toutes les villes qu'il a traversées, de toutes les personnes qu'il a photographiées. C'est très humain, c'est très coloré. J'aime beaucoup. Allez la voir. Voilà. Naomi. Alors moi, ma reco de ce soir, c'est la musique Walk Long de Psylo et Kinida. C'est un petit bijou pour les oreilles qui propose une immersion envoûtante d'une balade dans les rues des grandes villes. Son côté jazzy et presque sensuel marche super bien et accentue de plus belle l'hypnose dans laquelle nous plongent les artistes. Et évidemment, je vous encourage à aller voir l'entièreté de leur discographie. Simon, je pré-shot, je pense que c'est un album. C'est un album qui va dans la continuité d'un album qu'a présenté la semaine dernière Costa. Dans la continuité du coup d'Ino Casablanca, il y a un autre artiste qui fait un peu le même genre de musique, c'est Danil, qui sort son premier album, donc Zmig. Et c'est toujours aussi cool parce que ça mélange plein de sonorités, notamment orientales, mais aussi avec le rap. Et est-ce qu'on est sorti de la merde ? Bah, mes ailes, voilà. Samedi, il était en concert aussi à Montpellier. À la Altropisme. C'était samedi, donc. Voilà, c'était passé. De toute façon, il reviendra en concert parce que là c'est en concert avec sa petite sono JBL à chier, bon c'est voilà. mais allez écouter l'album. Moi je vais parler de Star Wars. On m'a offert à Noël le tome 2 des Guerres de Lucas, qui est donc le roman graphique qui parle de la production Star Wars. C'est toujours très intéressant, c'est toujours très cool. En plus l'Empire contre-attaque, c'est le moment où George Lucas a un peu basculé du côté obscur et est devenu un producteur un peu tristoun qui vendait que des jouets. Donc non, c'est intéressant de voir cette bascule et j'ai hâte de voir du coup la fin qui va, j'imagine, revenir sur le Retour du Jedi, mais ils vont pas parler de la prélogie qui est pourtant un moment très intéressant. C'est dommage. Bref, n'hésitez pas à le lire, c'était très cool. Merci du conseil. Allez, il est l'heure de refermer ce 8e épisode de la saison 16 de TCS.
Non, ce 16e épisode de la saison 8. Je vais y arriver un jour. Alors merci à Paul, John, George et Ringo pour leur participation. De rien. Non, merci à Simon, Oksana, Naomi et Solène. Voilà, c'est ça. Merci à Yanis, Lucas et Hugo P2 à la régie et aussi Emma. Deuxième merci à Lucas pour les visuels de l'émission. Et troisième merci à Lucas toujours pour la Ferrari qu'il va m'offrir juste après. T'es vraiment un pote. Vous souhaitez revivre un de nos débats enflammés, retrouver la flamme de l'affrontement durant notre quiz ou resuivre l'actualité des news de la semaine écoulée? Alors n'hésitez pas à retrouver le replay de cette émission ainsi que de tous les épisodes sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous retrouver également sur Facebook, Instagram et TikTok pour revivre les plus beaux moments de l'émission. Et n'hésitez pas à retrouver vos clés aussi, c'est mieux pour pas dormir dehors. La semaine prochaine, un singe vous parlera de Lucas, ou l'inverse. Ça change pas grand chose vu que Lucas est un singe. Donc semaine pro, Lucas vous parlera de Primate de Johannes Roberts, Damned de Chloé Zhao, ainsi que du Mage du Kremlin d'Olivier Assayas. Et avant de rendre l'antenne, on va tenter de retrouver un minimum d'énergie avec un tube qui groove. Et cette expression est extrêmement ringarde. J'adore. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais j'ai beaucoup aimé récemment le film Superman de James Gunn. Étonnant, mais non. Mais je pense que celui qui l'a encore plus aimé que moi, c'est Guillaume Atlan, alias The Superman Lovers. Et je vous propose qu'on se quitte avec son classique, Starlight, en featuring avec Manny Hoffman. Passez une bonne semaine, rappelez-vous que vous êtes merveilleux, que vous méritez d'être merveilleux, et que vous contenez des multitudes, et surtout, kindness is the real punk rock.